Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de décryptage de cabinet public, un cabinet public du 8 février 2016, c'est le dernier en date. Je suis avec Kevin Finel. Bonjour à tous, bonjour Thibaut. Bonjour, Cyril Champagne aussi. Bonjour. Qui est directeur de recherche à l'Arche et responsable entre autres du projet Hypnologie. D'ailleurs c'est la première fois, je crois que tu fais une vidéo avec nous de décryptage et on va en profiter si tu peux nous donner en quelques mots ce que c'est qu'Hypnologie, qu'on en profite comme tu es là. Oui, te dire en quelques mots ce que c'est Hypnologie, bien, on a monté un programme de recherche avec l'Arche sur ce qui est les sciences de l'hypnotique, comment est-ce que ça fonctionne, nos changements, nos états d'esprit, nos états de conscience. On parle beaucoup du thème de la transformation de la subjectivité, on se dit que toutes ces choses-là qui sont à l'intérieur de nous, ben, c'est très subjectif et on recherche comment est-ce que ça peut changer avec l'hypnose et puis avec d'autres pratiques dans d'autres traditions. D'accord, alors si j'ai bien compris, c'est des choses que tu fais tous les mardis soirs, c'est ça? Oui, en parallèle du programme de recherche, on donne un cours tous les mardis. Cette année, on regarde un petit peu comment ça se structure en termes de psychologie, dans les psychologies occidentales, dans d'autres traditions aussi. Et puis, les années ultérieures, on ira explorer un peu d'autres thématiques. D'accord, et là, si on veut s'inscrire, comment ça se passe? C'est rempli. C'est ça, il a le regard, c'est rempli. Bah, c'est rempli. Voilà, donc on peut avoir des places de temps en temps. Cette année, c'est un peu tard, mais on va voir ce qu'on va faire les prochaines années. On va sûrement ouvrir d'autres modules de cours et de conférences, donc on verra ça à la rentrée, Thibaut. Voilà, en tout cas, en attendant, toutes les vidéos sont retranscrites sur la chaîne YouTube, c'est gratuit, c'est grand public, et nous, notre but derrière ça, c'est aussi de faire avancer la connaissance de l'hypnose et la pratique aussi, et de la diffuser à un maximum de personnes. Donc tous les gens qui sont intéressés peuvent regarder et suivre Cyril sur YouTube, sur notre chaîne Arche. Voilà, et toutes les vidéos qui sont sur YouTube, d'ailleurs, vous pouvez commenter si vous avez des questions à poser sur Hypnologie, n'hésitez pas à le faire là, n'hésitez pas à le faire sur Facebook, etc. Si on les voit, on prendra le temps de répondre, évidemment. Et puis sur cette séance aussi, parce qu'on va décrypter la séance, il y aura sans doute des questions après, enfin on va voir, on va en parler, mais il y aura pas mal de débats possibles sur tout ça. Alors, le décryptage comme ça, on en a déjà fait un avec Kevin il y a quelques mois, et vu la demande, on a décidé d'en refaire un, et on s'est même dit qu'on en referait de temps en temps. Alors, ça prend un peu de temps à organiser, donc on sait pas trop avec quel rythme on va le faire, mais on va le faire peu à peu. Puis déjà, en plus, c'est sympa de se retrouver autour d'un décryptage, c'est super agréable. Moi, j'ai toujours une petite réticence. En fait, Thibaut, pour être honnête, Thibaut me pousse toujours un petit peu, parce que moi, regarder une vidéo où on se voit, c'est quand même toujours assez particulier. Mais voilà, après, c'est amusant de décrypter ça, de redécouvrir aussi, et puis de voir tout ce qu'on peut en dire. C'est vrai que même toi, quand tu fais une séance comme ça, quand tu fais un cabinet public, on peut même pas dire que tu es vraiment conscient de ce que tu fais. J'imagine quand tu revois quelque chose comme ça, tu redécouvres certaines choses que tu as mis en place en te disant tiens, j'ai pensé à ça. Ou... Écoute, je regarde jamais les vidéos des cabinets publics et là, je t'avoue que je sais plus du tout ce qui s'est passé dans cette séance. On avait juste lancé l'idée en effet de décrypter une séance et puis il se trouve qu'il y avait un cabinet public 2-3 jours après, et puis qu'on s'est dit celle-là, elle peut être intéressante à décrypter. Peut-être dire pourquoi, en fait, en deux mots, pourquoi celle-là, pourquoi ce cabinet public. Je trouve que ce passage-là, pourquoi ce passage-là, c'est une première séance de cabinet public et souvent dans une première séance de cabinet public, j'essaie de faire un truc très simple, très pédagogique, où on rentre pas dans des techniques d'hypnose complexes, où on rentre pas dans des patterns trop alambiqués, parce que l'idée c'est que les gens puissent suivre la séance, les grandes étapes. Je trouve qu'elle est intéressante celle-là parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent, il y a quand même pas mal de choses à dire, sans rentrer dans des choses trop complexes au niveau de l'hypnose. Ça veut dire que tout le monde peut comprendre les principes en jeu. Il y a de l'émotion, il y a des sensations, c'est avec une personne qui a un objectif qui est sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, et on sent que ça travaille pour elle, donc je trouve ça intéressant à décrypter parce qu'il y a de la matière tout simplement. Voilà, donc si vous voulez d'ailleurs prendre la vidéo sans les commentaires, la regarder une fois peut-être ou après, enfin la vidéo est entièrement disponible sur le YouTube de l'Arche, c'est séance entière du cabinet public du 8 février 2016 et on va commencer tout de suite, on arrête la vidéo dès qu'on a des choses à dire. Ça vous va? Parfait. On y va. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit justement, peut-être par rapport à ce que je viens d'expliquer là, qu'il y a un truc à l'intérieur qui n'arrive pas du tout à changer, qui serait peut-être assez important, tant qu'à faire même très important. Ça rajoute un peu d'enjeu. Si possible, même quelque chose qui serait important pour maintenant dans la vie, là maintenant, dans les jours, dans les semaines qui suivent. Oui. C'est quoi? C'est que je crois que je ne sais pas être subtil. Tu crois que tu ne sais pas être subtil, d'accord. Bah oui, ça l'est déjà. Exprime autrement, je pense de moi que je suis lourdingue. Et Ça me fait rire, mais en général, ça me fait pas trop rire. D'accord, en général, mais c'est déjà bien d'en rire. Et pareil, quand on rit d'un problème, on l'a déjà à moitié changé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? J'aimerais changer d'avis.
Juste changer d'avis, donc. Bah, du coup, quand tu dis juste, ça me paraît pas si... Non, non, c'est... Parce que j'essaye depuis... Enfin, il me semble avoir essayé depuis un moment. D'accord. Ce que je veux dire, le mot juste n'est peut-être pas le bon, mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucun comportement à changer. Il y a juste le regard que tu poses sur toi que tu aimerais changer, c'est ça? Bah, du coup, ça induit des comportements quand même. D'accord, ok. Le fait de penser de moi que je suis lourdingue, je crois que très souvent, je me comporte comme quelqu'un de lourdingue. D'accord. D'accord. Donc si tu ne crois plus que tu es lourdingue, tu n'es plus lourdingue, c'est ça? Là, déjà, je vais mettre une petite pause. Depuis tout à l'heure, là, ce qu'on regarde, il y a énormément de suggestions qui passent par rapport à sa demande. Oui, on est encore dans une phase de choix en plus de la personne qui va venir. C'est la première démonstration. J'arrive pas à m'empêcher de prendre la première personne qui parle à chaque fois en démonstration, ce qui est pas très stratégique pour le coup. Là, ça se passe très très bien, hein, mais pour ceux qui viennent de cabinet public, quelquefois, voilà, c'est toujours délicat quand une personne a dit quelque chose de pas la prendre en des mots. Pour les gens qui veulent donc passer en cabinet public avec Kevin, vous savez, si vous êtes le premier à ouvrir la bouche, vous passez, c'est obligé. Non, mais en plus, on sent qu'il y a un enjeu pour elle, donc voilà, il y a quelque chose qui semble important. On le voit pas là parce qu'on la voit pas encore, mais il y a déjà beaucoup d'émotions sur son visage à ce moment-là. Il y a des suggestions, ouais. Tu sais, il y a, pour les gens qui ont fait un petit peu d'hypnose, il y a plusieurs niveaux de structure d'un changement. Souvent, les gens nous demandent quelque chose sur un niveau. Là, c'est voilà, je veux changer mon regard sur moi-même, grosso modo, c'est le niveau des croyances. Ce qui est intéressant, c'est de montrer que ça aura des impacts sur d'autres niveaux et qu'on ne va pas travailler qu'à un niveau, mais à plusieurs. On travaille forcément toujours à tous les niveaux, finalement, dans une séance d'hypnose. Tu vois, c'est un peu le cas classique, une personne qui dit, voilà, je vais arrêter de fumer, c'est un problème comportemental. Il y a un niveau comportemental. Mais fumer, ça peut être identitaire. Fumer, ça peut être aussi une vision environnementale, c'est-à-dire le rapport à l'extérieur. Fumer, ça peut être aussi une perception des capacités. Il y a des gens qui fument pour être créatifs, il y a des gens qui fument pour pour lâcher prise, etc. C'est-à-dire qu'il y a toujours plein de niveaux. Et dès qu'on est sur un seul niveau dans une problématique, on tombe quasiment systématiquement à côté. C'est-à-dire que, et ça c'est là qu'on voit souvent des praticiens qui cherchent la bonne méthode pour quelque chose, ça ne marche jamais parce qu'on n'est qu'à un niveau si on n'a qu'une méthode. Il faut être multiméthode en quelque sorte. Mais plus tôt on met l'idée dans l'esprit de la personne qu'on va travailler à plusieurs niveaux, plus c'est intéressant. Donc ces questions, elles ont pour but de cadrer sur plusieurs niveaux. D'accord. D'accord. C'est juste ça, comme tu dis. Tu sais, c'est marrant parce que dit comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais c'est comme quelqu'un qui me dirait tiens, fais-moi croire que je suis quelqu'un d'autre. Tiens, je te dirais, et maintenant tu t'appelles Chantal. Mais est-ce que si tu crois que tu t'appelles Chantal, tu t'appelleras vraiment Chantal? Je sais pas. Si tu changes de regard, qu'est-ce que ça changera dans tes comportements? Si je change de regard, du coup, si je crois que je peux être subtil, du coup, je peux essayer de l'être. Déjà, au moins faire comme si, c'est déjà pas mal. D'accord. Est-ce qu'il y a un... Tu sais, je te disais, l'idée c'est de prendre un truc qui est assez important. Est-ce que là, il y a un enjeu particulier bientôt par rapport à ça? Et bientôt, je veux dire tout de suite, là, Oui. pour moi, c'est hyper important. D'accord. C'est ça qui est important surtout. Et comment est-ce que tu vas mesurer que ça change ça? Bah parce que je vais m'autoriser à être subtil. D'accord. Là, ce que tu poses comme question, c'est des questions de déo classiques. C'est quand est-ce que ça va changer? Qu'est-ce qui va te faire voir que ça va changer? Oui, d'autant qu'en plus là il y a une formation en même temps et je me dis bon, je vais quand même je vais quand même faire ce qu'on leur apprend en formation, c'est-à-dire poser quelques questions type qu'est-ce qui va changer, en quoi c'est important pour toi. On pousse plus normalement dans une vraie séance, on va plus loin derrière ces réponses-là. Une des données d'un cabinet public, c'est qu'on a 3 minutes pour parler avec la personne, là où normalement dans une séance on a beaucoup plus le temps, donc il nous faut un maximum d'informations en très très peu de temps. Voilà, pour ceux qui connaissent l'hypnose, là pour moi mon but c'est d'identifier ces métaprogrammes pour mettre en place une stratégie. Il faut que j'ai ma stratégie avant qu'elle se lève en fait. Donc il y a besoin d'avoir de l'info. Ça serait peut-être un peu complexe là de rentrer dans le décodage des métaprogrammes, mais on les a déjà quasiment tous pour ceux qui veulent réécouter ce passage-là. Peut-être pas détailler tout, mais on a déjà son niveau de référence, on a déjà son niveau de tri sur elle, on a déjà les infos là, les infos principales. Donc à partir de là, alors pour expliquer pour ceux qui connaissent pas, une des choses qu'on regarde avant de faire une séance d'hypnose, c'est est-ce que la personne, par exemple, décide par elle-même ou par rapport à notre regard à nous. C'est jamais 100% de l'un, 100% de l'autre, c'est toujours un réglage. C'est un levier, c'est-à-dire est-ce qu'elle est plus à l'extérieur ou plus à l'intérieur dans ses prises de décision. Ça change tout. Une personne qui est très centrée sur elle, il faudra faire que des suggestions très indirectes. Une personne qui est très centrée sur nous, sur l'opérateur, sur celui qui l'accompagne, on pourra être plus directif.
Elle se laissera, entre guillemets, conduire par quelque chose qui est assez direct. C'est quelqu'un qu'on pourrait dire plus suggestible, en fait, ça? Alors, tu vois, la notion de suggestibilité, ça, Cyril pourra en parler assez longuement. C'est à quoi je suis suggestible? On est toujours suggestible. Est-ce que je suis suggestible à moi-même ou à l'extérieur? C'est ma suggestibilité, est-ce qu'elle est plus centrée sur l'intérieur ou sur l'extérieur? C'est intéressant parce que je regarde encore un débat sur un groupe Facebook il n'y a pas très longtemps où des gens, pourtant, qui ont l'expérience d'hypnose, ne comprennent pas cette notion de suggestibilité. À quoi je suis suggestible? À mes pensées? À mon imagination? Alors oui, si je suis suggestible à mes pensées, à mon imagination, je suis moins suggestible à quelqu'un qui me parle, il n'y a pas la place pour ça. Mais en fait, on est toujours suggestible. Donc, la question, c'est plutôt, est-ce qu'elle acceptera d'être guidée, ou est-ce qu'il faut que la solution vienne d'elle-même? Et il y a plein de petites intonations de voix, il y a plein de petites formes de réaction qui amènent à savoir comment elle va se positionner. Chez elle, c'est intéressant parce que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a une apparence d'attention à l'extérieur, mais elle est quand même assez centrée sur elle. Et ça s'entend d'ailleurs dans la structure de la question que tu lui poses. Je ne sais plus quelle était exactement la question, mais si tu changes de regard, est-ce que le comportement va changer? Et on sent bien dans le long qu'elle propose comme début de réponse qu'il y a une grande recherche intérieure pour aller chercher sa propre réponse à cette chose-là. On sent bien qu'il y a quelque chose dans cet échange-là où elle est déjà en train de se recadrer, non pas sur base d'une proposition ou d'une suggestion que tu lui aurais donnée, mais sur base d'une question que tu lui poses pour qu'elle aille chercher les réponses intérieures et toute la créativité que ça demande et l'activation de ressources pour aller trouver la réponse à cette question-là qui, à la base, à mon point de vue, est une question qui est plutôt là pour créer de la confusion que pour aller chercher une vraie réponse. Exactement. Là, on parlait de métaprogramme, c'est ça? Je fais juste une petite parenthèse, mais si je me trompe pas, il y a un petit starter pack, entre guillemets, qui a été fait, qui explique très bien les métaprogrammes, qui est accessible pour tout le monde, entre autres, on parle de ça, ouais. Pour tous les élèves de l'Arche, qui est disponible sur Facebook. Je le redis parce que effectivement, il y en a plein. Voilà, il faut les connaître. Et sur ce pack-là, on peut les revoir tous. En fait, je crois qu'il y avait des démos même. Oui, ça donne la stratégie en tout cas. C'est-à-dire que si tu sais repérer ça, tu vois, c'est toujours aussi là, les questions que les gens qui commencent l'hypnose se posent. Quel type d'induction je dois faire? Ouais, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui disent oui, moi je suis plutôt hellmanien ou je suis plutôt ericksonien. On s'en fiche. L'important c'est la personne qui est en face. Quel que soit le nombre d'inductions que tu connais, si tu sais pas l'adapter à la personne qui est en face, t'es à côté. C'est comme quelqu'un qui dirait, je sais pas la métaphore qui me vient, mais oui, si tu peux avoir tous les outils que tu veux, si tu sais pas reconnaître lequel tu vas utiliser avec la personne, ça a pas de sens en fait. La question c'est ça, c'est comment l'autre fonctionne, quelle est sa configuration. Parce que finalement, mettre quelqu'un sous hypnose, c'est le sortir de sa configuration habituelle. Donc il faut que je me dise qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il fait habituellement, et je vais faire l'inverse de ce qu'il fait habituellement pour le sortir de sa zone de confort, de son état connu. C'est ça, mettre quelqu'un sous hypnose. Ok. C'est une question d'autorisation? D'accord, c'est intéressant comme mot ça aussi. Tu sais, souvent on s'aperçoit qu'on sait faire plein de choses, mais il y a plein de gens qui ne s'autorisent pas à savoir faire plein de choses. Et en effet, l'idée de l'autorisation, elle est assez importante. C'est marrant parce que je discutais il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui utilisait ce mot s'autoriser, qui me disait je ne m'autorise pas à me sentir bien. J'ai trouvé ça très fort comme formulation. Je ne sais pas si ça parle à des personnes ici, et en parlant un peu avec cette personne, elle me disait non, j'ai l'impression que si je me sens bien, je ne serai plus moi-même. Et donc du coup, on avait travaillé là-dessus, sur l'idée du soi, la représentation du soi. C'est super important aussi. Est-ce que ça va changer le regard que tu portes sur toi? Voilà, pareil. Alors on ira vers des choses un peu moins techniques peut-être après. Mais là, pour ceux qui connaissent, pareil, il y a vérification des niveaux logiques, en fait. C'est-à-dire là, on va vérifier un niveau identitaire, s'il se passe quelque chose pour elle. Quand je raconte mon anecdote, je la regarde, est-ce qu'elle prend ou pas, en fait, tout simplement ce que je raconte. Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. L'idée de poser cette anecdote-là, elle n'est pas là pour rien. Non. Ce qui est sans doute même pas une anecdote vraie, hein, c'est vraiment ce qui me passe sur la tête. C'est une manière de... En fait, l'impersonnel, le on, c'est... on m'a dit ça, on a raconté ça. On prend des expériences, on prend des idées, puis on voit, est-ce que la personne s'identifie? Est-ce qu'il y a principe d'identification à ce qu'elle dit? Ou est-ce qu'elle l'écoute comme une information sans s'identifier? Et là, elle s'identifie. Alors là, on le voit au non-verbal, hein, je m'approche pas, le corps est animé, le corps n'est pas animé, en fait, associé à ce qui est proposé ou dissocié de ce qui est proposé. Là, elle s'associe fortement. Mais tu vois, la suggestion directe, ça serait, est-ce que ça touche à votre identité? Et si je pose la question comme ça, c'est très intellectuel. Si tu donnes un exemple un peu loin, est-ce que la personne va aller vers cet exemple? Si oui,
Ça ne lui a pas été suggéré directement, ça a été évoqué. Elle sait identifier ou pas, elle est libre. Le problème aussi avec la suggestion directe, c'est qu'on risque de créer un présupposé très fort. Si vous dites est-ce que ça touche à votre identité, les gens s'obligent à dire oui quelquefois. Parce qu'ils se disent bon, s'il m'a posé la question, c'est pas pour rien. Et là, c'est très maladroit de la part de l'opérateur de poser une question aussi directe. Alors qu'une suggestion plus indirecte comme ça laisse plus de place au sujet. Ça, c'est un grand principe d'Erikson. On ne suggère pas directement parce que sinon, on bloque. Les gens veulent nous faire plaisir quand ils sont clients d'une séance d'hypnose. Et c'est terrible s'ils nous répondent pour nous faire plaisir, parce que c'est plus eux. Donc on doit leur laisser beaucoup d'espace pour qu'ils ne soient jamais dans l'obligation de répondre quelque chose. Être le plus neutre possible tout le temps. Voilà. D'accord. Ok. Ah oui, c'est sûr. Alors si tu es prête, je vais te proposer d'aller voir Romain. Tu peux approcher très subtilement. Je coupe juste pour ceux qui ne sont pas au cabinet public ou qui ne savent pas comment ça fonctionne. À chaque fois, la personne va signer une décharge avant de passer sur scène. Parce que là, on se dit, tiens, où il l'envoie, voir Romain, qui c'est. Romain est notre réalisateur. Voilà, il signe une décharge. Alors, c'est juste pour qu'on puisse publier la vidéo après. Donc là, il manque 20 secondes. Hein, c'est juste ce temps-là. C'est plutôt c'est du droit à l'image. C'est pas une décharge comme s'il allait se passer quelque chose de très grave. C'est du droit à l'image. C'est juste une question de pouvoir justement faire ces décryptages après. J'avais l'impression d'être pas du tout subtil. T'as pas de micro du coup? Non. Non, tu Mais mets il pas de m'a dit, micro Non, c'est bon, pas besoin. D'accord. Florian est là. Parce qu'après, il y a les gens qui regardent à la vidéo et tout ça, hein, qui ensuite décodent même tout ce qui s'est passé, tu sais. Ils regardent, au moment où elle s'est assise, elle était déjà en train de rougir un petit peu. Et elle avait pas l'air très à l'aise. Pareil, sa suggestion très basique à faire. En fait, on ratifie quelque chose pour voir si la personne rentre dans la ratification. Ratifier, ça veut dire mettre en mots, là, dans ce cas précis, mettre en mots quelque chose qu'on voit. Elle rougit un petit peu. Ma question, c'est est-ce qu'en lui disant, elle va rougir plus? Pour dire, beaucoup de gens vont rougir plus. Pas forcément. Dans le cadre d'une séance d'hypnose, il y a toujours la question de la relation qui se pose. Il y a des gens qui vont faire l'inverse de ce qu'on va leur dire. C'est très intéressant de repérer ça très vite. Ça, c'est, voilà, est-ce que la personne est avec moi ou est-ce qu'elle s'oppose à moi? C'est-à-dire que même à un niveau corporel, quand tu dis la personne peut faire l'inverse de ce que je lui ai dit à un niveau corporel, si tu lui dis elle rougit et que d'un seul coup, parce qu'elle était déjà, elle avait un peu le rouge aux joues, si ça pourrait redescendre. Alors, redescendre peut-être pas, mais elle aurait pu se bloquer. Elle aurait pu en tout cas couper elle aurait pu couper ce dans quoi elle était à ce moment-là. Il y a toujours une relation de pouvoir entre guillemets dans l'hypnose, suggérée et pas forcément véritable. Mais les gens quelquefois viennent avec l'idée qu'ils vont gagner ou perdre en pouvoir sur eux-mêmes, laisser un pouvoir à l'hypnotiseur ou pas. Ce qui est faux au fond. Mais malheureusement, c'est des présupposés qui existent dans l'hypnose. Donc on doit vérifier assez vite si la personne est d'accord pour qu'on appuie à certains endroits, parce qu'on pourra le faire à d'autres endroits si ça marche là, ou si elle va se mettre en opposition, ce qui n'empêche pas de l'accompagner si elle se met en opposition. Mais il faudra utiliser d'autres stratégies. C'est, je sais pas, comme pour un enfant, s'il veut bien faire quelque chose, on lui demande directement, s'il veut pas faire quelque chose, on va essayer de lui donner envie indirectement. Mais il vaut mieux le savoir, comment il se positionne. Et là, du coup, sur ce petit test du rouge aux joues, comment tu le sens là? Oh ben là, elle est déjà prête, en quelque sorte. C'est dommage quand même que la vidéo ait été coupée sur le moment où elle va signer la décharge, parce que je crois que je fais 2-3 suggestions de plus pendant qu'elle signe le truc, sous prétexte de parler au public. Hein. Bon, il n'y a pas grand-chose d'important, mais le lien continue quand même pendant ce temps-là. Et là, elle s'assoit. Première stratégie, dès que quelqu'un s'assoit à côté d'un hypnotiseur, l'hypnotiseur est censé se mettre en synchronisation avec elle pour être en acceptation. Alors, tu as fait une pause, on est dans la même position. Et évidemment, c'est pas pour rien. Règle de base, hein, on synchronise sur le fonctionnement de la personne, même gestuelle, sans singer, hein. Mais on respire à peu près au même moment pour avoir le rythme. C'est comme deux musiciens qui jouent ensemble, ils respirent au même moment, ils bougent au même moment, c'est un rythme l'hypnose avant tout. Et ça va permettre de gommer les résistances. C'est très important. C'est vrai dans tout principe de communication. Vous voulez bien vous entendre avec quelqu'un, prenez son rythme, c'est une des bases. Mais c'est ce que j'allais le dire, et puis tu l'as dit aussi, c'est pas une question de singer en tout cas, c'est une question juste de rythme. Enfin, là tu as la même position, exactement la même, mais à la limite tu n'aurais pas la même si tu étais sur le même, je sais pas, le même rythme de parole, de respiration, etc., ce serait pareil. Mais en fait, souvent les gens qui débutent avec l'hypnose, on leur dit mettez-vous dans la même position que l'autre. Mais normalement, vraiment, il faudrait que ça soit une conséquence d'être dans la même position que l'autre. Je suis tellement dans la même énergie que l'autre que je bouge en même temps que lui. C'est comme deux danseurs, s'ils essayent d'être en rythme l'un avec l'autre, bon, oui, c'est ce qu'il faut faire. Mais si tu essayes d'être en rythme avec quelqu'un, ça marche pas. Si tu es vraiment avec l'autre, et tu es en symbiose avec l'autre, tu es en rythme avec lui. Et c'est vrai en musique, et là, en plus Cyril a une bonne expérience, je pense, là-dessus. Les musiciens débutants, ils essayent d'être en rythme l'un avec l'autre, et ça capote à chaque fois. S'ils s'écoutent,
Là, ça fonctionne. Donc, être dans la même position que l'autre, bouger avec l'autre, ça s'obtient non pas en le cherchant, mais en cherchant à être dans le monde de l'autre, à rentrer dans l'univers de l'autre. Tellement qu'on va ensuite remarquer que oui, on bouge comme l'autre, on prend la même position, on respire comme l'autre, on parle comme l'autre, on utilise les mêmes mots. Donc, c'est une conséquence. Oui, je pense en effet que la posture de l'accompagnant, c'est de plonger dans le monde de l'autre, mais très difficile de dire à quelqu'un ou d'apprendre à quelqu'un comment plonger dans le monde de l'autre. En l'occurrence, quand on discute avec un bon ami qui nous raconte ses vacances et qu'on est passionné, qu'on est vraiment attentif à ce qu'il nous dit, eh bien, on peut observer après un échange comme ça que le processus conscient a été coupé, le nôtre. Si maintenant on plonge dans une expérience où on est accompagnant de quelqu'un, si on s'intéresse complètement à ce qu'il nous dit, a priori, notre propre processus conscient va se couper. Ce qu'on pourrait appeler propre processus conscient ici, ce serait mon discours mental intérieur, l'attention que je prête à mes réactions, à mes rires, à mes commentaires sur ce qui est en train de se passer ou à mes propres gestes. Si le processus attentionnel est coupé sur l'interne et sur moi-même, alors du coup il est complètement ouvert sur l'autre. Et là je te rejoins Kevin, à ce moment-là, ça va entraîner automatiquement et non pas par volonté une synchronisation de mes mouvements à ces mouvements, de mes émotions à ces émotions, parce qu'à ce moment-là, à un niveau subtil, je n'ai plus conscience d'être moi-même, je n'ai que conscience de l'existence de l'autre. Mais alors, si on pousse cette synchronicité-là, comme tu le dis, c'est-à-dire à un moment, c'est compliqué stratégiquement. Parce que si on se met totalement à la place de l'autre, en tout cas en synchro avec l'autre, et qu'on en est à ne regarder, à ne penser que comme elle, stratégiquement, de notre côté, c'est compliqué, non ? Oui, parce que je pense que quand je le décris comme ça, c'est un peu pousser le processus à l'extrême. Pour développer l'exemple qu'on disait avant, si un ami nous raconte ses vacances, bien sûr qu'on va rire en même temps que lui. À un autre niveau, si un ami nous raconte les difficultés qu'il a avec son travail, bien sûr on va ressentir la difficulté qu'il est en train de nous raconter. Ça ne nous coupe pas du fait qu'on a un commentaire à faire, peut-être un conseil à lui donner, peut-être même un bon ou un mauvais conseil, mais il y a toujours quelque chose en arrière-fond. On peut pas dire que c'est 100% de coupure de processus attentionnel et de tri sur soi. Mais je pense qu'on pourrait dire que si on n'atteint pas un 0% de tri sur nous-mêmes ou d'attention à nous-mêmes, le pourcentage va fortement s'effondrer, ce qui fait que automatiquement le ton de la voix, la vitesse de la respiration et les gestes vont se synchroniser sur l'autre, ceci ayant pour but final de pouvoir plonger dans son monde d'une part et que l'autre se sente complètement reçu dans ce qu'il est en train de dire. Kevin. Ouais, en fait, je crois que c'est une des choses qui rend la pratique de l'hypnose moderne très élégante, c'est qu'en fait, c'est une totale ouverture à l'autre, l'hypnose. C'est marrant parce que dans l'imaginaire collectif, il y a plutôt, tu sais, l'idée de l'hypnotiseur manipulateur. En fait, l'hypnotiseur est un démanipulateur. Il essaie d'être tellement avec l'autre qu'il va pouvoir créer un lien très fort, et que c'est ce lien qui va lui permettre de l'accompagner dans son monde intérieur, au-delà de ses blocages, au-delà de ses peurs, etc. Qui est-ce qui peut nous accompagner là où on ne va jamais ? La personne en qui on a confiance. Et comment créer un lien de confiance avec un inconnu ? Et ben, toute l'hypnose cherche à répondre à ces questions-là. Alors pareil, dans les débats classiques sur l'hypnose, hypnose, spectacle, hypnose ericksonienne, etc. L'hypnose ericksonienne, on l'a mal définie à une époque en disant c'est une hypnose douce. En fait, c'est pas une hypnose douce, c'est une hypnose respectueuse. Ça n'a rien à voir. Par hypnose douce, on pourrait penser état peu profond, on pourrait penser état léger, on pourrait penser vague décontraction, vague séance de relaxation. Pas du tout. Erickson était quelqu'un de doux parce que respectueux, mais qui allait chercher des transes très profondes, qui allait chercher des émotions très fortes chez ses clients. Mais il avait compris que pour aller vers ça, il fallait un lien, il fallait un engagement avec l'autre, il fallait, j'ai pas le mot qui me vient là, mais une alliance, voilà, une alliance avec l'autre qui était très forte. Et il y a que là que l'autre va pouvoir lâcher prise. Parce que lâcher prise sur scène pour faire le clown, tout le monde peut y arriver. Lâcher prise devant un inconnu pour lui raconter un endroit qu'on ne connaît pas de nous-mêmes, là il faut une sacrée relation de confiance. Et on a rajouté un petit coup, tu vois, pour de faire partie de la technique d'hypnose, ça. Je pense que l'hypnose, c'est une déstabilisation. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand je dis déstabilisation, c'est que très souvent, on est dans un état qui est plus ou moins stable, pas complètement, parce qu'on n'est jamais tout à fait le même d'un jour à l'autre, par exemple. Mais quand même, cet état, il nous semble assez cohérent, on le connaît un peu. Et l'idée de l'hypnose, c'est d'aider les gens à sortir de cet état, à sortir de cette cohérence construite, pour aller visiter d'autres parties d'eux-mêmes. Et pour ça, il y a besoin de déstabiliser un petit peu. Alors, il y a des traditions, vous savez, où les gens ne s'en mettent pas avec des techniques, enfin, il y en a d'autres quand même, mais par exemple, certains chamans utilisent l'ayahuasca ou des choses comme ça. Là, évidemment, ça déstabilise beaucoup. Une personne va se retrouver dans un état complètement fou, etc. Il y a plein d'autres produits, plein d'autres plantes, je pense à l'iboga, etc. Enfin, des choses comme ça assez fortes qui mènent les gens vraiment dans des états de conscience très très puissants. Le pari de l'hypnose, c'est d'y arriver juste avec des mots. Juste avec des mots, enfin,
avec de la communication, on pourrait dire. C'est à la fois différent parce que on n'a pas de produit particulier qui va agir, si ce n'est la voix, les rythmes, c'est quand même des choses assez importantes. Ça permet aussi de contrôler peut-être un peu mieux certaines choses. Mais ma perception de ça, c'est qu'on peut atteindre sans doute les mêmes états, et d'autres états aussi. Ça donne une liberté qui est assez grande, c'est qu'on peut essayer de créer l'état qui va vraiment convenir à la personne. Enfin, je dis ça, les gens qui utilisent ces produits-là diraient que chaque personne va vivre différemment quand même. Et c'est vrai. T'allais dire aussi quelque chose, oui. Bah, on voit bien qu'au moment où tu lui proposes créer l'état qui va convenir à la personne, d'un seul coup, elle sourit. Et elle se sent très concernée à ce moment-là. Alors là, c'est une technique de saupoudrage pour ceux qui connaissent. On est sur l'évocation et quand on a la chose importante à dire, on le fait en regardant la personne. Ce que je dis, la technique qui va convenir à la personne en la regardant. C'est-à-dire que je parle d'elle à la troisième personne, ou alors est-ce que je suis en train d'enseigner? Il y a les deux éléments. C'est un cabinet public, il est normal que je sois en train d'enseigner quelque chose au public, mais en même temps, je la regarde à ce moment-là pour vérifier que, ok, j'ai présupposé des expériences très fortes, c'est celle qui lui convient qui va venir. En fait, avant l'hypnose, on doit rassurer. Je pense qu'elle est rassurée vu qu'elle a levé la main. Mais dans les cabinets publics, parfois les gens lèvent la main, puis après ils se disent « Oulala, mais attends, je me retrouve devant 100 personnes, j'avais pas prévu ça, il y a 4 caméras qui me regardent. » Ils sont pas toujours très à l'aise quand ils s'assoient. On n'est pas dans l'intimité d'un cabinet où tout est protégé, où rien ne sera entendu de ce qui est dit. Donc on est obligé de bien appuyer là-dessus. Et déjà lui dire voilà, on va obtenir tout ça avec les mots, on présuppose quand même qu'il y a des choses fortes. Ça c'est intéressant, il faut rassurer sans démystifier. Parce qu'à trop rassurer, on risque de sous-entendre bon, il ne va pas se passer grand-chose dans cette expérience. Il faut rassurer sur le côté sain de l'expérience, mais laisser un peu de mystère sur le côté étonnant de l'expérience. C'est intéressant justement, on en parlait tout à l'heure avec Cyril, le parallèle que tu fais justement avec les plantes. En sous-entendant la puissance de ce qu'on peut avoir avec l'hypnose, tout en revenant sur le fait qu'on garde la main, que c'est beaucoup plus dirigé, que c'est beaucoup plus agréable, mais ça sous-entend quand même la puissance qu'on peut avoir dans une séance, ce qu'on peut ressentir en tout cas dans une séance d'hypnose. Oui, parce que je pense que même les gens qui ne savent pas ce que c'est l'ayahuasca ou l'iboga, je pense qu'ils doivent se douter quand même que c'est un truc un peu fort. Et donc c'est un présupposé assez amusant pour voir comment elle réagit aussi. Technique là qu'on voit aussi beaucoup en hypnose, un hypnotiseur doit toujours, je pense, être en vision périphérique, c'est-à-dire il regarde sans regarder. C'est une manière d'observer vraiment l'autre attentivement sans qu'il se sente observé. Dans la vie de tous les jours, on se regarde dans les yeux. Mais ce qui est intéressant, et là moi je me sers du public pour ça, je regarde ailleurs, mais je la regarde quand même. Je vois pas forcément les détails parce qu'elle est quand même sur le côté, mais je vois ses mouvements. Je vois si elle accepte, si elle hoche la tête quand je hoche la tête. Est-ce qu'elle prend du recul quand je dis un truc? Mais tu guettes certaines choses particulières. Tu sais ce que tu vas chercher, en tout cas, du coin de l'œil. Oui, complètement. De toute façon, on peut tous faire le test. Regardez devant vous. S'il y a quelqu'un à droite ou à gauche, vous allez voir s'il est dans une acceptation ou dans un refus, par exemple. Ça, on le voit assez bien. On le voit, mais on n'y est pas toujours attentif. Et en tant qu'hypnotiseur, on doit être extrêmement attentif à ça. Dans une séance d'hypnose, le fait de défocaliser va nous rendre plus sensibles au mouvement, plus sensibles à ce qui change, à ce qui évolue. On voit quelquefois des hypnotiseurs qui scrutent vraiment le visage des personnes, et je pense que c'est une erreur. Il ne faut pas scruter le visage, il faut regarder la personne dans son ensemble en étant défocalisé, et là on voit plein de choses. Plein de petits détails qui nous auraient échappé sinon. En plus, je suis pas sûr que la personne soit très à l'aise à se faire scruter en plus. De manière directe. Je pense, surtout quand on est face à un hypnotiseur, on sait pas trop comment ça se passe, etc. Ça peut être assez prenant. Et puis quelqu'un qui nous regarde avec un regard légèrement défocalisé, c'est plutôt doux, c'est plutôt agréable. Trop défocalisé, on se dit qu'il a fumé quelque chose, mais un petit peu défocalisé, c'est un regard qui est pas intrusif du tout, qui est très permissif. Erickson en parle à plusieurs reprises dans ses articles de ce regard-là, légèrement confus comme regard, qui déstabilise un tout petit peu, mais en douceur. Mais je crois en tout cas qu'avec l'hypnose, on va partir un peu plus de ce qu'est la personne, et on va voir jusqu'où on peut l'amener. Il y a plein de degrés d'état d'hypnose. Pareil, ça dans les mythes sur l'hypnose, je les balaye un petit peu comme ça. Il y a des gens qui disent, voilà, il y aurait notre état normal, et puis on irait de plus en plus loin, comme une échelle, comme ça. Et même dans pas mal d'études faites sur l'hypnose, on utilise des échelles de mesure de la profondeur de l'état d'hypnose. Ce qui me semble assez incohérent, parce que je ne crois pas que ça se mesure comme ça, l'état d'hypnose. Je pense plutôt qu'il y a un centre, et ça c'est notre état normal, et puis qu'il y a plein de manières de décaler. Mais on peut partir dans n'importe quelle direction. Par exemple, la fatigue. Une extrême fatigue nous amène à décaler notre état de conscience. C'est pas tout à fait le même état que si, par exemple, il y a une immense excitation par rapport à une bonne nouvelle qui vient de vous arriver. Ça modifie aussi votre état de conscience. Vous ne direz pas la même chose si on vous pose une question, vous n'aurez pas les mêmes pensées, les mêmes associations d'idées, les mêmes émotions. Les gens fatigués vont dire qu'ils sont à fleur de peau.
les émotions viennent plus vite, elles sont plus incontrôlables. C'est intéressant. Alors, je me permets de couper, hein. Je raconte pas ça par hasard, c'est pour l'amener vers les émotions plus tard. Là, on est dans un système dit d'évocation, et une des choses que j'ai repérées, là je me rappelle bien, c'est la semaine dernière, donc j'ai encore à peu près en tête, c'est que dès lors qu'elle était sur le siège, même dans la salle, il y avait des allers-retours entre des moments où elle allait vers l'émotion, où elle se réfrénait. Et on entend des moments où l'émotion est prête à jaillir, et puis des moments... Et là, évidemment, ce que je me dis, c'est que si on va pas dans l'émotion avec elle, il va manquer quelque chose. Donc quand j'évoque, le fait d'évoquer des émotions nous associe par association d'idées aux émotions. Si on parle 5 minutes de la joie, vous allez avoir un grand sourire. Si on parle 2 minutes de la tristesse, ça risque d'être un peu moins agréable. Notre cerveau ne peut pas s'empêcher de faire des associations d'idées. Et parler d'être à fleur de peau, etc. C'est une manière de commencer à lui permettre de vivre des émotions. Et ce qui fonctionne, puisqu'il me semble que plus tard, en tout cas, elle a des émotions assez intenses. Non, en plus, j'ai l'impression qu'elle a un peu changé dans sa manière dans sa gestuelle. Elle commence à se poser. Là, il faut un temps, et c'est pour ça que j'en profite pendant que je parle, il faut un temps pour qu'elle s'habitue aux caméras et à sang perdu braqué sur elle. Il y a certaines traditions, par exemple, dans lesquelles on travaille sur le sureffort pour modifier l'état de conscience. On amène les gens à bout physiquement, mais vraiment à bout physiquement, et derrière on leur dit fermez les yeux et détendez-vous. Et là, ils partent très loin. Mais ils sont tellement à bout physiquement. Là, je vérifie mon leading. Hein. Vous avez vu sur fermer les yeux, détendez-vous, elle ferme les yeux. Je sais qu'à partir de là, mes suggestions, elles passent bien. Toujours intéressant, là, l'indirect aussi. Hein. Il y a beaucoup de débats sur l'hypnose indirecte. Il y a toujours des gens qui disent oui, mais pourquoi on s'embête à faire des suggestions indirectes? Ben, c'est pour ça, une fois que j'ai ça, je fais ce que je veux. C'est-à-dire que je sais que mes suggestions, elles passeront. Je sais que ton inconscient est disponible à ce que je suis en train de dire, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques minutes. Là, tu sais que même quand tu ne lui parles pas à elle directement, voilà, ça passe. Oui, il y a ferme les yeux alors que c'est pas elle, et elle ferme les yeux, elle a un très long clignement de paupières, c'est pas un clignement de paupières habituel. Donc ça veut dire que elle est sensible à tout ce qui est dit à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle n'est plus dans la compréhension, elle est dans le vécu. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, évidemment, je vous invite à revenir un tout petit peu en arrière sur la vidéo. Oui, là, je me suis permis de couper parce qu'il était assez visible, ce leading, on appelle ça du leading, prendre comment dire, la direction un peu du... Ouais, c'est ça, la direction de la séance, ouais. On va pas faire ça. Mais tout ça pour dire que l'hypnose, telle qu'on va l'utiliser là, c'est peut-être juste une façon parmi plein d'autres de modifier l'état de conscience, et dans les différentes cultures humaines, il y en a eu des milliers de façons de modifier l'état de conscience. Je crois que celle-là convient plutôt bien à notre civilisation occidentale. Elle convient plutôt bien à notre époque. Peut-être que dans 200 ans, elle ne conviendra plus du tout. C'est intéressant de se dire que tout ça est lié à un moment, à un instant, et puis peut-être à ce qui va se créer là, justement. Tu es dans ton état normal, là? Il me semble. Il te semble? C'est drôle comme réponse. Ben, T'es pas sûr? je sais pas, j'en ai plein des états normaux, mais... C'est vrai? Oui. Ok. Et un état pas normal, ça commencerait comment? Oui, non, il y a 2-3 petites choses à dire. Tu voulais dire un truc, Cyril? Pas encore, non. Pas encore. Tu t'arrêtes sur une bonne synchronisation. Non, 2 choses. Si je devais analyser cette séquence-là, je dirais qu'il y a 2 petites erreurs stratégiques. La première, elle est toute bête. Ça commencerait comment? Pourquoi mettre ce temps au conditionnel? Erreur de débutant. Voilà, ça arrive. Ça commence comment? On actualise, on met tout au présent dans ces moments-là. Ça commence comment? La deuxième chose, c'est que je pars pas dans ce qu'elle me propose à ce moment-là. Je sais plus très bien pourquoi. Hein. Peut-être fatiguée, peut-être je sais pas quoi. Elle ouvre des portes là quand même. C'est-à-dire que je lui demande si elle a un état normal. Ses réponses sont en point d'interrogation. C'est-à-dire que c'est pas des réponses avec un point à la fin des phrases. Tu vois, un point à la fin de la phrase. Un point à la fin de la phrase. Un point d'interrogation. Dès lors qu'il y a ça, il y a une attente en fait, et je réponds pas à son attente à ce moment-là, je passe à côté de cette porte ouverte. Tiens, qu'est-ce qu'il aurait fallu que tu fasses à ce moment-là? On peut accélérer à ce moment-là. On peut lui faire une suggestion plus directe, on peut commencer à lui faire ressentir quelque chose. Il y a une ouverture qui passe, en tout cas. C'est intéressant, et là c'est un exercice qu'on donne parfois en formation... Parfois en praticien, parfois dès le technicien, ça dépend des groupes. Ou par exemple, on leur demande de noter tous les moments où il y a une ouverture de la suggestibilité. Il y a un petit exercice très simple, il n'y a pas de vidéo, donc là en audio, je ne sais pas si je peux bien le décrire, mais imaginons, je mets une main contre une de tes mains, et puis je te parle, et puis je vérifie ton tonus musculaire, et puis dès que le tonus baisse un petit peu, je vais le sentir. En fait, ce sont des moments de suggestibilité, ce sont des moments où tu es ailleurs, où tu n'es pas avec moi, où tu réfléchis à ce que je dis, où tu penses à autre chose. Tous les moments où la conscience prend du recul.
Cyril pourrait dire qu'on ne sait pas ce que c'est la conscience, mais en tout cas, la partie qui résonne, elle est plus là tout de suite présente, disponible. Et là, il y en avait, tout simplement. Donc, on doit être plus, comment dire, il faut faire feu de tout bois, il faut être un peu opportuniste quand on fait de l'hypnose. Et là, il y a une opportunité, je peux au moins l'ancrer. C'est pas fait, voilà. Ça a l'air de se passer là-haut. Toi, tu es plutôt du genre à monter en transe ou à descendre en transe? Je crois descendre. Tu crois descendre, Ouais, d'accord. ouais. C'est juste une métaphore, hein, finalement, parce qu'on bouge pas. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui ont l'impression de s'élever comme ça, puis d'autres de plonger. Et Mais je veux bien changer. Cyril. Ouais, c'est une question intéressante d'une part en termes de stratégie parce que c'est un double lien. Donc là, on est obligé de répondre soit monter, soit descendre. Au pire, elle pourrait répondre je ne sais pas, mais il y a peu de chance à ce moment-là, tellement elle a monté les yeux au plafond juste avant. D'autre part, c'est un truc qu'on retrouve dans toutes les traditions qui travaillent avec les états de conscience modifiés. Il y a toujours une thématique de verticalité, soit de descendre. Ça, on peut retrouver ça par exemple, on peut retrouver ça dans le travail d'imagination active, en psychologie occidentale. On peut retrouver ça dans le chamanisme avec un monde d'en bas dans lequel il y a des ressources accessibles. Et une idée de montée. Que là encore on peut retrouver dans la psychologie occidentale et qu'on peut retrouver dans les traditions hindoues, indiennes et chamaniques à nouveau. Il semblerait que subjectivement on est comme une espèce de spatialisation automatique d'un état de conscience dans une verticalité et je laisse d'ailleurs à chacun la possibilité de vérifier ce que je suis en train de dire et que si on commence à imaginer que cette subjectivité va vers le haut en vertical, eh bien ça change notre état de conscience. Si elle va vers le bas, ça change notre état de conscience aussi. C'est vrai que traditionnellement, et c'est peut-être lié à l'idée de psychologie des profondeurs, on a tendance à penser que inconscient, c'est descendre vers le bas. Or, on voit dans les travaux de la psychologie clinique que si on propose d'élever l'état de conscience ou de faire descendre l'état de conscience, ça n'amène pas aux mêmes suggestibilités. Donc c'est pas la même chose. Ça n'amène pas aux mêmes endroits et c'est brillamment cartographié dans différentes traditions. D'accord. Par rapport à ça, j'ai fait un test il y a quelques années avec pas mal de gens. À une époque, c'était une question que je me posais. Je leur faisais une sorte de verticalité, un petit peu comme tu dis, Cyril. Et je disais, là au milieu, il y a l'état normal. En dessous, il y a le sommeil. Et nous, on va aller au-dessus. Et c'était un présupposé que je faisais dans pas mal de séances. C'est très intéressant comment les gens, tout d'un coup, reconfigurent leur vision de l'hypnose quand on leur fait ce genre de métaphore. Tout d'un coup, ils oublient l'idée de dormir, d'être passif. Oui, finalement, on s'éloigne encore plus du sommeil que... On s'éloigne du sommeil, et tu sais, ça c'est un de nos problèmes en hypnose, c'est que beaucoup de gens pensent qu'ils vont être passifs. C'est-à-dire qu'on va leur triturer le cerveau, les neurones, qu'on va remettre ça en place. C'est pas du tout ce qu'on fait en hypnose. Pendant qu'ils dorment. Pendant qu'ils dorment, en plus, voilà. Ils ont rien à faire, c'est-à-dire changez-moi, réveillez-moi après. Et nous, ça nous embête, ça, parfois, en hypnose, parce qu'on a besoin que le sujet soit actif. Tu vois, c'est comme au cinéma, on dort pas, sinon on n'est pas dans le film, on est dans notre imaginaire. C'est peut-être mieux notre imaginaire, hein, parfois. Les gens qui disent je suis déçu d'un film en sortant, c'est que leur imaginaire était mieux. Mais il manque un truc, parce que à ce moment-là, à quoi ça sert qu'on parle, à quoi ça sert qu'on accompagne? Et puis, il faut quand même qu'il se passe quelque chose dans le monde intérieur de la personne. Donc je pense que l'idée d'élever, elle ouvre de meilleures perspectives. Maintenant, beaucoup de gens disent ce qu'elle a dit, descendre. On peut essayer de corriger ça, mais c'est vrai qu'elle avait les yeux en l'air, et Cyril, tu notais ça, ouais. Et j'étais moi sûr qu'elle allait me dire vers le haut. Et je me suis trompé là-dessus. Mais après, on est revenu vers le haut, de toute façon. Ah non, mais les deux sont très très bien, tu sais. Et ça, je crois que c'est très culturel aussi. Tu sais, on a souvent dans notre... Je recoupe parce que Cyril hésite à couper, alors on coupe. Oui, en fait, il y a un truc qu'on voit pour aller sur cette histoire de les yeux qui sont allés vers le haut et le fait qu'elle dise qu'elle va descendre en transe. Il y a des paradoxes dans l'hypnose parce qu'on a tendance à penser que nous sommes quelque chose... Nous avons tendance à penser que nous sommes quelque chose d'unique et d'unifié. Je suis une seule personne. Or, dès qu'on commence à travailler avec l'hypnose, on voit bien qu'on est double. C'est un thème qui était présent tout à l'heure, qu'on disait par exemple s'autoriser. Pour qu'il y ait le verbe s'autoriser, il faut être deux, parce qu'il y en a un qui autorise à l'autre. Or, on voit sans cesse avec le travail en hypnose, dès les débuts de modification de l'état de conscience, qu'il y a des dédoublements d'état de conscience. Ici, c'est à un certain niveau, c'est assez cohérent qu'il y ait une partie qui dise ça va vers le haut, et une autre partie qui dise puisque la première partie va vers le haut, il y a une autre partie qui descend. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Tu l'as aussi? Oui, bien sûr. Et c'est quelque chose qu'on remarque sans cesse. Si on commence à penser qu'il y a deux personnes ou deux subjectivités simultanées, par exemple, prenons la métaphore habituelle de mon état conscient et mon état inconscient, c'est parfaitement cohérent que pour qu'il y ait l'idée de quelque chose qui descende, il faut une autre partie qui s'élève. Donc par exemple, l'inconscient qui descend, le conscient qui monte. Tout à fait, oui. Ici, pour elle, on pourrait tout à fait comprendre de ce qu'elle a montré que l'inconscient répond, eh bien, quand je vais en transe, je m'élève.
quand je suis dans un état différent, je m'élève, puisqu'elle, a priori, elle n'a pas décidé de faire ce mouvement oculaire vers le haut. Mais par contre, quand elle y réfléchit consciemment et avec l'intellect, elle dit qu'elle descend, et les deux sont cohérents. Et est-ce que ça peut pas en plus représenter justement le conflit interne entre guillemets qu'on peut imaginer ou pas? Pour le coup, je pense pas, parce que il pourrait y avoir cette explication-là aussi. Il pourrait y avoir, mon point de vue sur ce que tu soulèves là, c'est que conflit interne est du domaine de la thématique, alors que là on est en train de parler d'un domaine plutôt de la mécanique de l'organisation psychique ou des états de conscience. Mais les deux seraient des grilles de lecture acceptables, en tout cas. Oui. Société, l'idée de la psychologie des profondeurs, tu sais, il faut descendre, descendons. Mais je pense que d'autres personnes diraient, bah non, moi je prends de la hauteur en fait quand je rentre sous hypnose. Est-ce qu'on dirait même sous hypnose si t'es en hauteur? Peut-être sur hypnose. Ou sur orbite, je sais pas, quelque chose comme ça. Quand on rêve, on est plus souvent dans les nuages qu'au profond, que 10 pieds sous terre, c'est moins... On est sur la Lune même quelquefois, c'est encore plus loin. Il y en a qui disent qu'ils vont carrément dans les étoiles, mais alors ceux-là, ils ont dû prendre un truc avant. On va faire un petit test pour voir comment t'es pas dans ton état normal. T'es prête? Oui. D'accord. Je te demandais de fixer ma... Là, c'est amusant, on prend aussi des choses très basiques. Hein. Un petit test pour savoir comment tu n'es pas dans ton état normal, c'est très confus. Qu'est-ce qu'on va tester du coup? C'est intéressant quelquefois d'utiliser comme ça des tournures qui n'ont vraiment aucun sens habituel. Personne dirait ça dans la vie de tous les jours pour voir comment une personne réagit. Voir qu'elle accepte, alors qu'elle n'a pas compris ce que j'allais lui demander. Et puis deuxièmement, on est déjà dans l'imagination avec ça. Dans quel domaine des concepts non logiques existent? Dans le rêve, dans l'enfance, dans la créativité, dans l'art. Dans l'art, ouais. Et en fait, on veut susciter chez l'autre toujours cette partie-là, cette partie artistique, enfantine, cette partie capable de jouer avec les symboles, de jouer avec les idées, de ne pas être organisée. Ça, c'est très important dans la préparation de l'état d'hypnose, de sortir la personne de tout ce qui est du domaine habituellement réservé au conscient, pour l'amener vers un domaine qu'on sait être celui plutôt le terrain de l'inconscient, plus libre, en quelque sorte. D'autant que, notamment en Occident, on a associé les processus qu'on appelle conscients à la notion de logique, de cohérence et de linéarité. Or, on voit bien dans notre expérience quotidienne que nous ne sommes pas des personnes logiques, cohérentes et linéaires. Ce qui structure notre psyché, et toutes les parts de notre psyché, est plutôt un phénomène de nature chaotique, pas chaotique au sens d'un grand bordel, mais chaotique au sens de l'organisation un peu mathématique et fractale de ce qu'on peut voir dans la nature et dans les mouvements de la mécanique des fluides. On voit bien que ce qui structure notre psyché à l'intérieur est plus d'une nature qui ressemble à ces mouvements chaotiques qu'à une nature linéaire. J'ai tendance à penser que quand on active ces idées-là chez les gens, ça ouvre naturellement les processus inconscients. Alors, je rassure les gens, on fera un décryptage du décryptage pour ceux qui ne comprennent pas tout ce que dit Cyril. Mais heureusement, voilà, c'est de la vidéo pour y revenir en arrière, réécouter, et mettre peut-être plus lentement aussi. Non, mais... Ok. Non. Mais on adore, on continue la vidéo. Ouais. D'accord. Et tu vas la fixer aussi intensément que possible jusqu'à vraiment créer un lien mental entre la main que tu fixes et puis le corps. Et sans chercher à faire quelque chose consciemment, j'aimerais juste que tu te demandes comment ça modifie les perceptions du corps quand la main commence à bouger sur le côté, comme ça. Et j'aimerais que tu te rendes compte que ton corps naturellement la suit, mais tu vas même essayer de résister consciemment au fait que ton corps suit la main. Alors il y a pas mal de suggestions. Pour ceux qui s'intéressent au principe de suggestion, là il y a pas mal de petites choses à dire. Je reviens sur la notion de présupposé. Un présupposé, c'est forcer une acceptation en quelque sorte. Un peu ce que relevait Cyril tout à l'heure. Est-ce que tu vas plutôt descendre ou monter pour aller sous hypnose? Dans les deux cas, elle va sous hypnose. On va faire un petit test pour savoir comment tu n'es pas dans ton état de conscience normal. On présuppose qu'elle n'y est pas. On va juste tester à quel point, quelque part. Tu vois, on décale toujours. Plutôt que faire une suggestion directe, par exemple, qui est, je sais pas, tu vas rentrer rapidement sous hypnose. Tu vas rentrer plutôt rapidement ou plutôt lentement sous hypnose. On ouvre une question, mais en fait, quelles que soient les réponses, elles nous arrangent. On fait un peu de confusion aussi. Quand je lui demande de ne pas faire quelque chose consciemment, mais de se poser une question quand même, c'est très confus. Parce que se poser une question, c'est quand même conscient, ne pas faire quelque chose. Du coup, elle n'a aucune idée de ce que j'attends vraiment d'elle à ce moment-là. Mais elle accepte. Mais elle accepte, et tu sais, quand on n'a pas idée de ce que quelqu'un attend de nous, on se met en hyper-réceptivité. En fait, c'est un réflexe. Quand on ne sait pas, on devient plus attentif. Il y a un lien, tu sais, avec ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui arrive dans un endroit où il ne sait pas exactement ce qui se passe, il a tous ses sens qui sont ouverts, il regarde, il écoute, il ressent, il est beaucoup plus présent au monde. Quelqu'un qui arrive dans un endroit qu'il connaît,
Souvent, il fait moins attention sur un trajet quotidien. On va moins faire attention à ce qui est autour de nous. Et nous, notre but, c'est de créer de la réceptivité. Donc, créer quelque chose qui fait que la personne ne sait pas, donc elle va être très attentive et les suggestions qui passent derrière, elle va les prendre beaucoup plus facilement. Alors là, techniquement, ce que tu es en train de faire là, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu fais ça maintenant, là, tout de suite? Est-ce que ça y est, tu sais d'abord cet exercice-là, pourquoi cet exercice-là, et pourquoi maintenant? Est-ce que tu sais, voilà, j'ai validé qu'elle était, que j'avais le leading, que voilà, et maintenant c'est bien? Est-ce que, je sais pas, par rapport à quoi tu as décidé de faire ça? Oui, en gros, c'est ça. Alors, c'est là peut-être qu'on est... c'est toujours délicat, un décryptage, en fait, à qui on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse à des gens qui connaissent pas trop l'hypnose, bien l'hypnose? Avant de mettre quelqu'un sous hypnose, on s'assure de certaines choses. On a évoqué 2-3 de ces éléments-là tout à l'heure, notamment son fonctionnement. Il y a un discours préhypnotique. Discours préhypnotique, c'est là où on casse toutes les suggestions qui vont nous servir après. Par exemple, quand j'évoquais tout à l'heure ce qui se passait sous hypnose, quand je lui ai demandé si elle voulait descendre ou monter, c'est-à-dire qu'on prépare le terrain. Et puis, à un moment donné, où en tant qu'hypnotiseur, on a des cases à cocher quelque part. C'est-à-dire que dans mon esprit, à ce moment-là, toutes les cases sont cochées. À partir de là, entre guillemets, quoi que je lui propose, ça devrait marcher. Donc en fait, on s'en fiche de la main. On s'en fiche, c'est un prétexte. C'est juste un prétexte pour que maintenant elle puisse se rendre compte de ce que moi j'ai déjà validé. C'est-à-dire qu'elle est en train de me suivre. Tout prétexte est bon à ce moment-là. Alors c'est pour ça, il y a des gens qui vont dire oui, la technique de la fixation, on s'en fiche en fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est nous s'assurer qu'elle nous suit. Deuxièmement, c'est de lui faire remarquer qu'elle nous suit. Et là, le principe d'hypnose commence. Et l'idée intéressante, c'est de résister consciemment. Alors là, je vais arrêter plusieurs fois là sur les petites suggestions du début. L'idée, c'est de résister consciemment. Ça présuppose encore autre chose, qu'à un niveau inconscient, il ne résiste pas. Et comme on a présupposé que c'était l'inconscient qui était important sous hypnose, je peux lui dire de résister à un niveau conscient. Puisqu'en fait, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc là, c'est une stratégie aussi de communication qu'on a, c'est céder sur un terrain pour mieux en avoir un autre. Pour ceux qui sont comment s'appelle les principes de manipulation de Cialdini. On est pile poil dans les principes de Cialdini à ce niveau-là. La loi d'engagement, loi de réciprocité, etc. C'est très difficile de résister consciemment, non? Je me demande ce qui se passe quand je fais ça. Pareil, ça présuppose qu'il se passe quelque chose, et aucune raison pour qu'il se passe quelque chose. Mettez la main devant quelqu'un, puis faites-la monter, et dites-lui, qu'est-ce qui se passe? Il va dire, bah rien, tu montes ta main. C'est pour ça que je dis, ce que je fais là, en soi, n'est pas intéressant. C'est un peu comme le magicien, on a l'impression que c'est son geste qui fait qu'il se passe quelque chose. En fait, il s'est déjà passé quelque chose. Là, c'est juste intéressant de l'amener dans un état particulier où elle va se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Mais tous les signaux sont ouverts là pour qu'elle rentre sous hypnose déjà. Ce que tu fais en soi n'a pas d'importance là. C'est qu'un prétexte pour attirer l'attention. J'aimerais que tu cherches encore plus à résister consciemment à l'idée de fermer les yeux quand la main va redescendre. Or, en l'occurrence, ce qui a été proposé dans le pré-talk, ce qui a été associé tout à l'heure, c'est l'idée que quand les yeux se ferment, ils partent très loin. C'est une proposition qui a été faite après une longue série d'ouïes, donc à un certain niveau dans son esprit, c'est ancré que quand les yeux se ferment, du moins il y a la possibilité qui a été proposée que quand les yeux se ferment, on part très loin. Ouais, la graine était semée par rapport à ça en tout cas. D'accord, c'est-à-dire que là on est juste sur le palier de la chose. Dès qu'elle va fermer les yeux, normalement, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Pour elle en tout cas. Oui. J'adhère pas à 100% à l'idée qu'on pourrait programmer les gens comme ça en 2 claquements de doigts et en disant quand je vais dire ceci, il va t'arriver cela. Néanmoins, puisqu'on est dans des jeux de suggestibilité, c'est, comme tu le disais Kevin, une graine qui a été plantée. Alors qu'on connaît au niveau de l'horoscope par exemple, hein. Combien de gens lisent l'horoscope le matin, puis on leur dit vous allez avoir de la chance aujourd'hui, ils vont à un moment donné analyser leur journée en fonction de l'horoscope du matin. Donc cette question de programmation, je pense et on pourrait donner plein d'autres exemples, beaucoup de gens la vivent sur des petits détails du quotidien, elle n'est pas si étonnante que ça. Si les yeux se ferment quand même, comme ça, j'aimerais que tu te demandes comment ça peut encore changer si tu as vraiment l'impression d'être décalé par rapport à ce qui se passe, comme si tu étais à côté de toi-même.
Alors là, on parlait tout à l'heure, il y a plusieurs choses à dire sur cette petite phrase-là. Là, c'est une parenthèse, mais c'est pareil, tu lui as demandé, enfin, c'est pas du tout ce que tu viens de lui demander. Non. non, là encore, on est dans un principe de confusion. J'attends qu'elle ferme les yeux. Il y a une petite résistance avec le rire encore. Le rire est souvent une résistance à ce moment-là. Une résistance de je remonte, je redescends. On voit qu'il y a des petits allers-retours. Le rire est un prétexte pour remonter un petit peu. C'est des petits mouvements, hein, des petites vagues, mais on les perçoit assez bien sur cette séquence-là. C'est assez classique. Il faut que je rie avec elle par synchronisation. Sinon, je renie sa résistance. Donc, il faut rire avec l'autre quand il rit. Si on a l'air sérieux, c'est encore pire et l'autre la coupe complètement le rapport. En même temps, je reste sur ma séquence avec la main. Donc, je la remonte et je la descends au fur et à mesure qu'elle remonte et qu'elle redescend. Ça finit par créer même un lien entre ce mouvement et ce qui se passe pour elle. Puis après, je dis, si tu fermes les yeux, elle les a déjà fermés. Pourquoi du conditionnel à ce moment-là? Toujours pour l'idée que c'est elle qui garde le contrôle. Au tout début, on a dit que c'est quelqu'un qui était assez centré sur elle quand même. Je prendrais encore un risque là à lui dire, c'est bien, t'as fermé les yeux. Si je fais ça, je risque de la mettre en contradiction. Elle risque de rouvrir les yeux rien que pour me dire, non, je suis pas ton jouet. Parce que tu l'as validé, donc du coup... Voilà. Et ça, alors tu vois, on voit souvent en hypnose de spectacle de la validation, parce qu'en hypnose de spectacle, on va sélectionner des gens qui ne sont pas résistants à la validation. Ce qu'il faut sur scène qu'on puisse valider, ne serait-ce que pour le public. Là, on n'est pas dans un principe de validation, il faut surtout pas valider, ça reste inconditionnel alors que c'est déjà là, de façon à ce qu'elle puisse encore se dire « j'ai décidé ». Très important que le sujet puisse se dire « j'ai décidé » au début d'une séance d'hypnose quand il est centré sur lui. On préserve son identité à ce moment-là. Ici, on a une forte accélération qui va créer l'état d'hypnose, du moins qui va créer un état de conscience modifié assez fort. D'une part, parce qu'il y a l'idée que les yeux fermés étaient associés à l'idée de partir très loin. D'autre part, parce que derrière, il y a à nouveau l'idée que quand les yeux vont se fermer, il y a quelque chose qui va descendre. Et c'est le mot-clé qu'elle a donné pour le fait de partir dans un état de conscience modifié. Et derrière tout ça, on a une confusion, la phrase qu'on vient d'entendre, que personnellement, je ne comprends pas. Je pense que c'est une bonne confusion. Et dans cette phrase, il y a l'idée d'une dissociation, puisqu'il y a l'idée de se décaler comme se sentir juste à côté de soi. Je pense que l'enchaînement de ces 4 séquences-là, dans un temps très court, ça modifie très fortement la subjectivité. Et avant de reprendre la vidéo, d'ailleurs, ce que tu disais, Kevin, sur le rire, tu l'as dit rapidement, c'est une parenthèse, mais c'est très important quand on débute, parce qu'on a justement beaucoup de petites résistances comme ça, et il faut apprendre à se synchroniser avec l'autre pour se dire, ok, c'est pas grave, et on continue. Et ça passera si on se synchronise. Voilà, alors que si on renie le truc, comme tu le disais, la personne va reprendre le contrôle, va reprendre en tout cas, s'enlever un peu de cette transe-là. Et tu vas imaginer que tu es à côté de toi-même et que le corps est comme repoussé vers l'arrière. On a même des anticipations parfois dans ces états-là. Comme si intuitivement on savait exactement ce qui était en train de se passer. Alors là c'est intéressant, il y a 2 principes. Un, être à côté d'elle-même. Ça c'est souvent quelque chose qu'on utilise, c'est une forme de dissociation, qui n'est pas systématique en hypnose, contrairement à ce qu'on dit quelquefois la dissociation. Mais parce que j'ai envie qu'elle prenne un peu de recul par rapport à l'expérience, tout simplement. Il n'y a pas pour l'instant d'autre importance à ça. Mais juste après, je dis que son corps va être attiré vers l'arrière, ce qui la ramène dans son corps en fait. C'est-à-dire que je l'oblige à être à 2 endroits en même temps, à l'extérieur observatrice, à l'intérieur en train de ressentir. Et ce qui m'intéresse là encore une fois, c'est de retester un peu ma suggestibilité, sa suggestibilité. C'est-à-dire de vérifier qu'avec une simple suggestion, si je dis que son corps est attiré vers l'arrière, on obtient le petit mouvement de recul qu'on voit là. C'est intéressant parce qu'on a travaillé sur la spatialité, puis il y a eu le présupposé avant que c'était se décaler par rapport à soi-même l'état d'hypnose, qu'on avait le état normal au centre et qu'on allait se décaler. Donc on reprend ce sous-entendu-là à ce moment-là. Ça raconte cette histoire en quelque sorte. C'est très important, Cyril le soulignait tout à l'heure, de déposer des suggestions qu'on réutilise plus tard. Ça crée une sensation de cohérence, ça crée une sensation d'évidence dans une séance. Pour moi, une séance, elle est composée de motifs. C'est-à-dire que c'est des choses qui se répètent, des choses qui reviennent, des cycles, ce qu'on appelle des patterns. Et plus c'est riche à ce niveau-là, plus ça va toucher l'inconscient. En fait, on est dans une structure, tu parlais de structure fractale tout à l'heure, c'est comme dans le rêve. Dans le rêve, tout est lié. J'en parle souvent parce que c'est un des classiques, et je sais que tu l'aimes aussi beaucoup, Cyril, c'est Alice au Pays des Merveilles. Le nombre de liens avec la vie, avec l'identité. Le rêve est une reconstruction à partir de notre expérience, et sous hypnose, il faut qu'il y ait un petit peu ça. Oui, on en parlait tout à l'heure un peu avec le parallèle du film, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une chose comme ça qui débarque d'on ne sait d'où et qui fait avancer l'histoire. Il faut que ce soit quelque chose qu'on a pu comprendre peut-être dès le début. Alors bien sûr que là, consciemment, elle ne se dit pas « il m'a dit tout à l'heure que si je me décalais, c'est que j'entrais sous hypnose ». Mais quelque part, elle s'en rappelle quand même. Ça fait partie de l'histoire. Un niveau inconscient, ça fait des échos qui fait que ça donne une signification nouvelle à ce qu'on est en train de vivre.
Puis tu sais, quand on commence à rentrer dans une expérience comme celle-là, notre corps change dans ses rythmes. La température du corps change aussi. Là aussi, pour le coup, l'idée du rythme a été, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, programmée dans cette longue séquence qu'il y a eu au début sur... il y a des gens dans les traditions chamaniques avec les plantes, etc. Et ça amène dans des états loin, même très très loin et très profonds. Et puis la fin de toute cette séquence, à laquelle elle adhérait, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'ouïe sur la tête, la fin de cette séquence, c'était le pari avec l'hypnose, c'est qu'on peut emmener dans les mêmes états. Comment? Eh bien, avec la voix, avec les rythmes. Très peu d'éléments pour comparer à des techniques qui sont réputées pour être... on est dans les états très profonds. Donc là, à nouveau, revient l'idée qu'il y a un changement de rythme, une idée qui a été précédemment associée à rentrer dans des états profonds. Petite chose aussi que je voulais dire, c'est sur pour ceux qui veulent écouter aussi certains principes de suggestion, ce qu'on appelle le saupoudrage, c'est-à-dire accentuer des mots qui viennent un peu marteler comme ça. Ce qu'on fait souvent sur les verbes, change par exemple, qui vient d'être très appuyé. Même pour ceux qui veulent réécouter un petit peu des parties de la vidéo, je fais en sorte, surtout là, parce que c'est un peu pédagogique dans les cabinets publics, de vraiment accentuer les verbes, ce qui va entraîner du passage à l'action, ce qui va entraîner du subliminal sur les suggestions. Tu vois, si je dis à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe au moment où tu changes ? L'idée de changer, elle résonne quand même, parce que le mot était très appuyé. Qu'est-ce qui se passe au moment où tu apprends à rentrer sous hypnose? Si je dis apprends à rentrer sous hypnose et qu'on le sort de la phrase, c'est un impératif, apprends à rentrer sous hypnose. Mais c'est caché dans une phrase. Qu'est-ce qui se passe si tu commences à apprendre à rentrer sous hypnose? Qu'est-ce qui se passe si tu apprends à rentrer sous hypnose? En fait, il y a des phrases cachées dans les phrases, et ces séquences-là sont assez fortement prises en compte par l'inconscient. Donc c'est pas parce qu'il n'y en a qu'une ou deux que ça fonctionne, c'est parce qu'il y en a énormément que ça fonctionne. C'est d'autant plus important que les Anglais, eux, jouent justement sur ce principe de l'impératif énormément quand ils font des séances. La conjugaison anglaise est géniale pour ça. Voilà, sauf que nous, on n'a pas cette liberté-là. Du coup, le ton est très important, et puis aussi prendre la liberté de séparer de 2-3 secondes le reste d'une phrase pour bien appuyer dessus, c'est très important pour nous. Et puis il y a des mouvements inconscients qui commencent à se créer. C'est assez étrange, mais si je prends ton poignet comme ça, par exemple, tu vas vraiment avoir la sensation que la main et le bras commencent à réagir différemment, comme si, jusqu'à l'épaule, jusque-là, le bras était presque lointain, extrêmement lointain. Il est juste posé là, quelque part. Et tu vas avoir la sensation assez étrange que ce bras est loin, comme s'il était beaucoup, beaucoup plus loin qu'il devrait l'être. Une sensation d'éloignement, une sensation de distance. C'est très étrange d'être distant d'une partie de son corps. Ça peut donner la sensation d'un engourdissement, comme si le bras était légèrement anesthésié. Mais pas trop, juste pour que tu le sentes encore. Ce qui fait que tu sens quand les doigts bougent tout seuls, n'est-ce pas? Et que tu sens aussi si le bras commence à se lever ou à baisser, à partir à droite ou à gauche. Ce qui est assez étrange, c'est que ce premier bras, je l'ai soulevé, mais le deuxième va apprendre à décoller tout seul. Il va être extrêmement léger. Et quand cette légèreté augmente, il bouge. Comme si le premier bras apprenait à l'autre comment être léger et flotter en l'air. Et ça peut être très étrange de sentir que cette fois, il n'y a même pas besoin d'être accompagné pour sentir cette légèreté. Les mots suffisent. Bon, il y a plein de petits principes de suggestion là à décoder. Une séquence, moi, que j'aime bien, en séquence globale, on crée quelque chose qui est un peu dirigé. Le premier bras que je soulève, il tient tout seul, on voit des petits mouvements inconscients sur les doigts. Ça veut dire que la dissociation du bras fonctionne bien. On est toujours dans la métaphore d'éloignement. Éloignement, c'est se décentrer, c'est se déstabiliser, etc., qui a été évoqué avant. Donc ça veut encore dire quelque chose pour elle. Mais le premier, donc, je l'ai un peu fait. Et c'est intéressant après de dire, maintenant que je l'ai fait, le reste va apprendre. Tu vas apprendre à le faire. Le deuxième bras va se soulever tout seul. C'est déjà une manière d'autonomiser l'autre. En hypnose, c'est très important. On ne guide pas tout en hypnose. On guide au début parce qu'il faut bien que la personne puisse savoir dans quelle direction elle va, où elle va, pourquoi elle y va. Donc on donne des indications. Mais autonomiser est très très important parce qu'on ne veut pas juste que la personne fasse ce qu'on lui dit. On veut qu'elle se libère de ses anciennes suggestions et qu'elle puisse se transformer. Et il me faudra ça après, puisque quand même son but c'est s'autoriser. Pour s'autoriser, il faut qu'elle soit autonome. C'est pas à moi de l'autoriser. C'est elle de s'autoriser. Donc on est déjà dans une métaphore qui va préparer ce travail-là. Je te montre comment faire et tu le refais après. Mais c'est toi qui vas faire. C'est-à-dire que là, on est dans quelque chose qui techniquement a été choisi par rapport à sa demande. Même oui. La technique là a été choisie par rapport à ça. La métaphore, en tout cas le symbole qui est derrière, oui. Oui, la séquence, oui. Ce qu'on apprend quand on fait de l'hypnose, c'est à utiliser d'une certaine façon les mots, les rythmes et la voix.
pour que certaines suggestions aient plus de poids que d'autres. On est toujours bombardé de suggestions dans la vie de tous les jours, ce qu'on nous dit, ce qu'on sent, ce qu'on voit. Mais certaines suggestions nous atteignent et d'autres restent un peu en superficie. L'hypnotiseur cherche à savoir comment faire en sorte que les suggestions qu'il donne atteignent plus facilement l'esprit de celui à qui ça s'adresse. Le bras est léger. On sait intellectuellement que c'est pas parce qu'on nous dit que le bras... Ah mince. Interruption ratée. Séquence classique. On évoque quelque chose. L'hypnotiseur fait ça, il se passe ça, il faut qu'il y ait plus de suggestions. Je prépare le terrain. Derrière, une suggestion directe, le bras est léger et je vois que ça marche. Si là, ça marche pas, c'est que j'ai raté ma préparation. Et c'est pas grave, je peux revenir dessus. Mais je vérifie là encore une fois qu'elle me suit dans cette préparation, même que ça devient plus rapide et plus fort. Ces mouvements-là qu'on voit des doigts, pour ceux qui connaissent pas l'hypnose, on est vraiment dans des mouvements involontaires, il n'y a aucune raison que ça bouge sinon. Dès qu'on dit c'est léger, hop, on a un mouvement ascendant, on sait que ça passe. On sait quelque chose qui est en train de se produire. Donc évocation très indirecte, et hop, on actualise avec une suggestion directe. On va faire cette séquence plusieurs fois. C'est vraiment un classique. On a une variante aussi qui est avec description et suggestion directe. Très légèrement différent. On décrit un phénomène qu'on veut voir apparaître. On prend pour ça une anecdote, quelque chose qu'on a vu, quelque chose qu'on a entendu. Mais on le décrit minutieusement, puis après on dit « et maintenant tu vas le vivre ». Et là, on s'aperçoit qu'en fait, toutes les suggestions qu'on a pu entendre avant, elles s'activent à ce moment-là. Une suggestion n'est pas active qu'au moment où on l'entend. Elle est active, elle reste dans notre esprit, cette suggestion-là. Si on vit un bon moment au début de la journée, ça risque de teinter toute notre journée. C'est la suggestion pourtant du matin, mais notre après-midi ne sera pas la même. En hypnose, on sait qu'on dépose plein de suggestions, et il y a des moments où tout ça va s'activer. Mais c'est pas une suggestion, une action, une suggestion, une action, une suggestion. C'est pas aussi simple que ça, c'est beaucoup plus complexe que ça dans l'esprit. Donc on va essayer de condenser nos suggestions, en faire plein, mais en impersonnel, mais en indirect, et tout d'un coup on les active d'un coup. Et là, normalement, on a une puissance de frappe avec la suggestion qui est décuplée. Et tu disais tout à l'heure que tout au long de la séance, là, il y a des moments où tu testes un peu sa suggestibilité. Ouais. Donc ça, on est d'accord, pour les gens qui commencent l'hypnose ou qui découvrent, c'est quelque chose, quel que soit le niveau de l'hypnotiseur, tout au long d'une séance, on teste la suggestibilité. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, tu vois, même une séance d'hypnose très classique, imaginons, les gens qui font un peu d'hypnose de rue, souvent au début, ils apprennent des choses comme chute arrière ou des choses comme ça. Dans une séance d'hypnose, on va faire cette chute arrière 5, 10, 15 fois, en fait, pour vérifier. Le niveau de suggestibilité peut varier d'un instant à l'autre. C'est pas parce que la personne est suggestible au début qu'elle le sera tout le temps. À nous de l'entretenir, cette suggestibilité. C'est comme un spectateur au cinéma, c'est pas parce qu'il rentre dans le film au début qu'il va rester dans le film tout le temps. Au réalisateur d'avoir des éléments qui maintiennent la focalisation du spectateur. Mais si le spectateur n'est pas relancé régulièrement, il finit par regarder à droite, à gauche, à s'ennuyer, à passer à autre chose. Surtout quand on est dans une idée d'accompagnement où il peut y avoir beaucoup d'émotions, j'imagine qu'une émotion peut faire décrocher de la séance si elle est trop forte, donc ça peut être intéressant de retester juste après pour voir à quel niveau on en est. C'est à double tranchant, oui, une émotion peut faire plonger ou ressortir. Les deux sont possibles. Oui, on voit qu'il y a un truc aussi dans la suggestibilité, c'est de pas aller tout le temps dans un mode linéaire, c'est-à-dire de pas approfondir sans fin. L'esprit semble très réactif au contraste et par exemple approfondir un peu, ressortir pour mieux replonger, ça semble souvent plus efficace que de s'acharner à aller de manière obtuse dans une seule et unique direction. C'est une technique qu'on apprend d'ailleurs, ça. Oui, c'est une technique qu'on appelle le fractionnement. C'est-à-dire considérer non pas qu'on va mettre la personne sous hypnose en descente verticale, mais suggérer qu'on va faire une courbe en fait qui va remonter, qui va descendre, un peu un grand 8. Tu vois, il faut que ça remonte pour que ça redescende mieux, pour que ça remonte, pour que ça redescende mieux. Créer du contraste, comme tu le disais. Oui, et puis c'est très cohérent en fait, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne au quotidien, avec ou sans séance d'hypnose. Nos états d'esprit n'arrêtent pas de varier. Voilà, on voit bien qu'une grande peine, quand on est dans un éclat de rire, c'est beaucoup plus puissant que si on s'était enfoncé doucement dans la peine. Elle est un peu foireuse cette illustration. On voit bien que nos états d'esprit sont cycliques et sont en variation continue. Et c'est très rare en fait qu'on tombe dans un extrême d'état d'esprit ou d'état de conscience de manière linéaire. On peut prendre comme exemple... Par exemple, regardons la structure des films d'horreur, des films d'angoisse américains, où on voit bien qu'on va mettre du silence. Le silence lui-même devient angoissant, ce qui est complètement irrationnel. Et à un moment, on va mettre un éclair plus un son d'orchestre qui joue au maximum. Et là, d'un seul coup, on va avoir un contraste très fort. Je pense qu'il y a plus de chances que ça marche pour amener à ce pic émotionnel que si on avait fait monter la lumière et si on avait fait monter le volume d'un orchestre de manière progressive.
Tu as fait son, mais tu fais aussi des grandes études au cinéma, si je comprends bien. J'en ai regardé des films. Est léger qu'il monte. C'est d'autant plus étonnant quand on le sait. Mais si le mot est prononcé de la bonne façon et au bon moment, la légèreté se crée vraiment. Et le bras monte. Alors là, on voit le deuxième bras qui commence à monter, hein. Je signale puisqu'on peut être focalisé sur la première main. Pareil, suggestion avec un saupoudrage à la fin. S'il y a ça, le bras monte. Mais le bras monte est un ordre légèrement caché dans une phrase plus longue. C'est intéressant aussi, c'est qu'à chaque fois que tu parles, elle se rapproche. Oui, chaque on fois. teste l'écoute aussi avec ça. Ouais. C'est intéressant, on est sur des tabourets. Hein. Alors moi, je conseille aux gens de travailler sur des tabourets. Il y en a qui travaillent sur des chaises longues en hypnose, où les gens ont des accoudoirs bien installés. Mais ça bouge pas beaucoup dans ces cas-là. Quand tu es bien installé, bouge pas trop. Moi, j'aime bien travailler sur des tabourets, j'aime bien travailler debout. Je pense qu'il faut l'action dans une séance d'hypnose, je pense qu'il faut que ça bouge, je pense qu'il faut que le corps soit vivant. Sinon, c'est renier le corps, en fait, alors que ça passe par le corps, l'état d'hypnose. Ça, je crois que c'est des choses aussi qu'on garde un peu inconsciemment. Déjà, il y a plusieurs choses qu'on garde inconsciemment, je crois, dans notre culture. Souvent, c'était l'opérateur, ou le thérapeute, ou le psychanalyste, etc., qui guidait les choses. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il faut que ce soit le sujet, le client, le patient qui guide les choses. C'est lui qui est le centre de l'expérience. Mais on vient aussi d'une tradition d'autorité dans tout ça. C'était le sachant qui guidait le patient. Même le mot patient, il suggère des choses. Alors qu'en fait, le sujet est acteur. Il est l'acteur de l'expérience. Il faut le mettre en position d'acteur. Il faut le mettre en position de jouer. Il faut le mettre en position de mouvement. Et puis il y a une deuxième chose aussi par rapport à ça. Je pense, dans les mythes un petit peu qui finissent par quelquefois devenir des idées reçues, c'est que l'hypnose se fait sans nous. Alors que c'est important que les gens sentent que leur corps fait l'hypnose. Et qu'avant tout, ça se passe par le corps. Et que ça se passe pas seulement dans un inconscient virtuel, sans matière, désincarné. Non, c'est le corps qui réagit en fait, d'abord. Et puis après, ça finit par rentrer dans des formes mentales et tout ça. C'est pas que de l'imaginaire, c'est pas que quelque chose qui se passerait seulement dans la tête. Non, l'imaginaire est une porte d'accès. Mais quand on vit un changement, c'est notre corps qui le vit. Quand on vit une émotion, c'est notre corps qui le vit. Et une émotion, on l'intellectualise après qu'on l'ait vécue. C'est-à-dire que notre corps la vit d'abord et après on met des mots dessus. C'est toujours dans cet ordre-là qu'on vit les choses. Notre cerveau limbique, émotionnel, et notre cerveau reptilien, le cerveau des réflexes, sont bien plus rapides que la conscience. Le corps réagit et ensuite l'esprit s'empare de la réaction. Certaines personnes associent la légèreté à quelque chose d'assez subtil. Je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire pour toi. Pour revenir à un truc très technique sur la séance et sur l'objectif de cette personne, là on est en train de changer de séquence dans le travail. Autant jusqu'ici, à mon point de vue, en tout cas on était dans quelque chose qui était très inductif, autant là il vient d'y avoir un lien verbal très explicite entre la légèreté qu'elle est en train de vivre, qui est un mot qui a été répété là depuis 2-3 minutes, un bon paquet de fois, qui a été lié à l'état d'hypnose et au changement, et la notion de subtilité qui est son objectif de départ. Donc au niveau d'une structure un peu plus macro, je trouve que c'est intéressant de voir que là on change de séquence et toute l'induction n'a pas été faite comme ça pour le fun. L'induction et tous les mots-clés qui ont été posés ont été faits pour être liés à l'objectif qu'elle a demandé au point de départ. Ouais, être lourd, on sait ce que ça veut dire, être léger, on sait ce que ça veut dire aussi. La subtilité, la légèreté, c'est un classique. C'est intéressant de toujours jouer comme ça sur des idées un peu universelles, qui sont peut-être pas vraies, en fait, on n'en sait rien, mais ça symbolise quelque chose pour la personne. Je sais pas ce que ça peut vouloir dire d'apprendre à avoir un bras léger. Alors là, on ressouligne la structure d'apprentissage. C'est-à-dire que j'ai rendu son premier bras léger, elle apprend à faire en sorte que son deuxième bras soit léger. Elle apprend à être subtile. On est dans ce registre-là. Alors, on va voir qu'on va travailler à plusieurs niveaux, si mes souvenirs sont bons sur la séance. C'est-à-dire qu'on a un premier niveau comme ça de pur apprentissage, que l'hypnose peut permettre. On aura un deuxième niveau de décodage de l'apprentissage, qui va venir un peu après. Et je me demande si tu sais à quel point cette légèreté peut envahir tout le corps. Et d'autant plus intéressant que là, toutes les phrases comme ça ont plusieurs sens simultanés, puisque à la fois c'est concret physiquement, c'est en train d'avoir lieu,
a priori, hein, elle ressent de la légèreté puisque les mains montent toutes seules. À la fois, on est en train de travailler sur la thématique de se sentir moins lourdingue, se sentir plus subtil, plus subtil, je crois. Toutes les phrases qui sont en train de passer, pour elle, prennent plusieurs sens simultanés. C'est une projection de ma part, mais je peux présupposer que c'est pour ça que ça l'a fait rigoler, parce que là, elle est en train de se prendre plein de sens simultanés. Il y a sûrement même d'autres significations pour elle à l'intérieur de son esprit à ce moment-là. Ah oui, là, on peut largement imaginer que pour elle, il y a une là, elle doit se lecture demander par rapport à pourquoi son est-ce qu'elle pensait que ça allait descendre au début. Pourquoi est-ce qu'elle pensait que ça allait être ça, et pourquoi je l'ai un peu forcé à aller vers le haut. D'où le paradoxe qu'on a soulevé au point de départ. Ça, c'est juste à un premier niveau que ça se passe, évidemment. Il y a un autre niveau. Et ça va agir à cet autre niveau en même temps. Je me demande à quel moment une partie de toi a eu l'idée que tu n'étais pas subtil. Je ne sais pas quelle suggestion tu as pu avoir, recevoir, entendre, vivre. Je ne sais pas quelle pensée a pu créer ça. Quel événement, quelle idée. Peut-être même qu'il y a plusieurs choses. Peut-être que certaines sont très lointaines et d'autres plus présentes. Plusieurs choses à dire, on change encore de séquence. On a un premier niveau de travail sur lui apprendre à être subtil. Quand ses mains sont au même niveau, pour moi c'est mon déclencheur, c'est-à-dire que ce que j'ai fait, elle a réussi à le faire. Donc elle a atteint par elle-même le même niveau de légèreté que celui que j'avais induit sur son premier bras. À partir de là, je m'autorise à passer à un deuxième niveau. Parce que sous hypnose, les gens peuvent changer. On prend quelqu'un qui est timide sous hypnose, on lui dit « t'as confiance », il a confiance. On prend quelqu'un qui a peur de l'eau, je sais pas, sous hypnose, et on le met sous hypnose, il rentre dans l'eau. Est-ce que ça veut dire qu'il y a apprentissage? Non. Il sait qu'il peut changer, déjà très bien. Il sent qu'il se passe quelque chose, c'est déjà très bien. Mais on ne fait que travailler à un niveau superficiel. Alors là, si je pouvais pousser un petit coup de gueule de la vidéo, c'est que beaucoup de gens travaillent sur l'hypnose qu'à ce niveau-là. Et je trouve que c'est très réducteur. Et je pense que ça a ouvert la porte à des siècles de critiques sur l'hypnose. Tant qu'on croit que c'est que ça l'hypnose, on reste à un niveau qui est très superficiel, qui est important. Bien sûr que c'est important. Qu'elle le vive là, qu'elle le ressente. Mais il faudrait être un peu naïf pour penser que ça suffit pour qu'une personne change à un niveau structurel et identitaire juste parce qu'on lui a appris à avoir ça. C'est une première étape. C'est une première étape, ça ouvre la porte, ça lui montre que c'est possible. Maintenant, pour qu'elle puisse vraiment atteindre ce qu'elle veut, il va falloir une étape de plus. Étape qui va être un peu plus émotionnelle pour le coup. Là, pour continuer une structure plus large, on était tout à l'heure dans quelque chose de très inductif, on est rentré dans un lien avec l'objectif. Et là, il y a une proposition qui est faite à l'inconscient de considérer l'esprit comme étant segmenté en parts. Puisqu'il y a l'idée, comment est-ce que tu as formulé ça? J'ai pas les mots exacts, mais il y a l'idée de revenir à une part qui va trouver l'origine ou l'intérêt du comportement qui est en place actuellement. C'est intéressant d'ailleurs qu'on arrête la vidéo à un moment où il y a une part fantomatique d'elle qui a... Enfin bon, ouais. Un petit fondu. C'est un hasard, mais là on continue dans le travail, il y a un lien qui a été fait avec l'objectif, maintenant il y a la proposition qui est faite à l'esprit, qu'il y a une part pour laquelle ça a eu un intérêt. Alors ça peut paraître être une phrase comme ça qu'on est pris dans le flow d'un travail hypnotique, ça peut paraître être une phrase un peu métaphorique et un peu passe-partout. Néanmoins, pour le coup, là c'est quelque chose de très concret. Et, à la fois c'est quelque chose de très concret parce que c'est comme ça que fonctionne l'esprit, en part qui communiquent entre elles pour faire un équilibre, à la fois ça va être pour quelqu'un qui est en transe quelque chose qui va approfondir la transe parce que paradoxalement c'est une idée très nouvelle. Dans la vie quotidienne on se perçoit comme une unité, on ne se perçoit pas comme un agrégat de parts séparées les unes des autres. Et bien voilà. Ce que j'aimerais, c'est que ton inconscient se demande si un jour, avoir cru ça, avoir imaginé que c'était vrai, a été utile. Petit présupposé, il l'a cru un jour, il peut changer aujourd'hui. La phrase, on la complète automatiquement, surtout sous hypnose. Le temps est très important. Hein, à quel temps on parle d'un problème? Souvent, on en parle au passé pour présupposer qu'au présent, ça peut changer. Ça a eu un intérêt jusqu'à maintenant. Ok, maintenant, tu peux peut-être passer à autre chose. C'est ça qu'on dit, mais on le dit pas trop explicitement parce que si on le dit trop explicitement, on risque d'activer une résistance. Est-ce que je pourrais? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que c'est le moment? Donc, il faut que le sous-entendre ça pour pas attirer la résistance à cet endroit-là. Je pourrais ajouter, là on est très en respect de la philosophie ericksonienne qui présuppose que notre équilibre psychique à un moment donné est une combinaison de tout ce qui a été positif pour nous structurer.
j'ai un comportement que je juge moi-même un petit peu négatif ou qui ne me convient plus aujourd'hui, mais Erikson présuppose que si j'ai ce comportement aujourd'hui, c'est parce que dans le passé, il m'a été utile à un moment donné. Là, on est typiquement dans la philosophie ericksonienne, on est très éloigné d'une philosophie freudienne, par exemple, qui aurait plutôt tendance à dire ce comportement vient de plein de problèmes que tu as eus et il va falloir le supprimer, il n'a jamais servi à rien d'autre qu'à te pourrir la vie. Non, bien au contraire, Erikson nous propose l'idée que ça a été utile, ce qui va amener quelque chose de très relaxant au-delà de la séance et de l'objectif lui-même, c'est que ça amène à rentrer en amitié avec ses propres processus automatiques internes. Et puis, il y a d'ailleurs beaucoup de thérapeutes, moi j'en fais partie, quand je me retrouve dans cette situation-là, dans cette étape-là, à même amener la personne à se demander si elle ne doit pas vraiment remercier cette chose dont elle veut se débarrasser maintenant, mais c'est-à-dire que vraiment, à un moment, ça a dû vraiment être utile, et lui dire est-ce que tu veux la remercier, est-ce que tu as quelque chose pour elle à dire. Ouais, c'est un travail de réconciliation avec soi-même en fait. Oui, je ne sais pas si Erikson avait posé ça pour en faire une théorie psychologique, d'ailleurs lui il n'a pas posé de théorie sur la psyché, ou si c'est un grand truc qu'il a mis en place pour générer de la gratitude et générer de l'acceptation de soi-même. Est-ce que ça avait un intérêt un jour, pour une raison ou pour une autre, de croire ça? Est-ce que ça a aidé quelque chose? Est-ce que ça a simplifié quelque chose? Ou... il y a 1000 raisons pour lesquelles un jour un comportement peut avoir un intérêt. Alors que plus tard, en avançant, on s'aperçoit que d'autres choses sont bien plus intéressantes que ça. Alors ça va être comme retourner voir une ancienne partie de toi. Une ancienne partie. Là, on continue à travailler sur l'idée que l'esprit est segmenté en parts, et il y a l'idée qu'il y a une partie principale et présente, qu'on pourrait appeler toi, qui va aller rendre visite à une autre part de soi-même. Donc là, on est typiquement dans un travail dialogique, où il va y avoir une communication entre deux parts. D'autre part, on va être dans un travail de régression dialogique, puisqu'on propose à la part qu'on va aller visiter... excusez-moi, je vais le reformuler. On va être dans une régression dialogique, puisqu'on va aller visiter une part qui est antérieure au soi-même présent, à l'intérieur de l'esprit. C'est pas clair cette phrase? C'est clair. Ça présuppose qu'il y a des parties qui ont plusieurs âges à l'intérieur de nous. Ça présuppose qu'il y a plusieurs âges à l'intérieur, néanmoins au présent. Ce qui, dans la vie quotidienne, ça peut sembler très paradoxal, mais quand on regarde le mécanisme de l'esprit de manière un petit peu plus précise, en fait, c'est des expériences qu'on a au quotidien, où un ami nous fait une blague, et puis on rigole comme un gamin de 5 ans. C'est d'ailleurs très agréable de faire une expérience comme ça. Là, ici, on va se servir de ce potentiel de l'esprit pour aller travailler au niveau où ce que elle pourrait nommer un problème ou une problématique peut se résoudre. De ton apprentissage. Il y a des jours où on apprend des choses importantes. Et parfois, au fil du temps, on apprend à les lâcher. Des apprentissages qu'on a à une époque et qui sont parfaits, qui sont ensuite juste encombrants plus tard. Alors c'est vrai qu'on voit pas bien, mais là elle commence à avoir des émotions. Hein. Pourquoi je touche l'épaule? Il y a des gens parfois qui me disent tiens, mais je comprends pas les ancrages que tu fais en séance. Bah, pour moi, là, c'est pas vraiment un ancrage que je suis en train de faire, par exemple, même s'il me semble qu'on le réutilise après. Mais à quel moment quelqu'un nous touche l'épaule dans la vie? Pour dire tout va bien. Ouais. Pour dire tout va bien, ça présuppose quoi? Qu'il y a une émotion. C'est-à-dire que je fais ça pour l'encourager à avoir une émotion, tout simplement. C'est-à-dire que j'utilise un ancrage qu'on connaît tous. Quand quelqu'un vient et s'approche de nous et nous met la main sur l'épaule, c'est compatissant, c'est un ancrage naturel, en fait. Et ça veut dire qu'on a déjà une émotion. Mais comme je le fais à l'envers, en le faisant avant qu'elle ait une émotion, ça l'autorise à avoir une émotion. Voilà, c'est une manière d'ouvrir la voie, d'ouvrir la porte à l'émotion. On l'a fait des milliers de fois dans notre vie, n'est-ce pas? Les apprentissages utiles à 5 ans ne sont pas vraiment très utiles à 15 ans ou à 20 ans. Et les apprentissages qu'on a encore ensuite, qui viennent les remplacer, sont parfois tellement plus intéressants. Et puis parfois on garde un vieux comportement. Alors j'aimerais juste que tu ailles voir la partie de toi qui a cru utile de garder ce comportement. Que tu ailles la rencontrer. Alors là, ça peut paraître mise en scène, mais on change d'ambiance. On n'est plus dans le rire là tout d'un coup. On a beaucoup ri au début, on a beaucoup dédramatisé. Toujours intéressant dans ces moments-là, il faut se rappeler qu'il y a 100 personnes dans la pièce et qu'on n'entend pas un mouvement. Ce qui est fort, je pense, parce que ça veut dire que tous les gens sont avec elle, qu'on sent une intimité, en fait. Alors évidemment, là, on travaille sur la voix en hypnose. Comment créer cette intimité, comment faire résonner l'espace un peu différemment. Tu vois, je le fais un petit peu là, je sais pas ce que ça donne sur un micro comme ça. Si on a les yeux fermés et puis quelqu'un commence à nous parler comme ça, on sait ce que ça veut dire.
On sait où ça nous amène. Donc on va jouer aussi sur la mise en scène, ça c'est très important. Je me rapproche un peu d'elle, elle entend que la voix devient plus proche, je mets un peu sur le côté pour qu'elle entende d'une oreille particulièrement. Tout ça sont des codes, mais des codes qui appellent à l'intimité, qui appellent à l'introspection. Et on voit que son mouvement est un mouvement d'introspection. Il y a plein de présupposés aussi. Qu'est-ce qui a cru que ce comportement pouvait être encore utile, alors qu'on a présupposé que c'était normal de changer, que c'était naturel de changer? Ça, c'est un présupposé important, parce que c'est normal de changer, le changement, c'est la norme. Qu'est-ce qui fait que quelquefois on se fige, on se focalise sur quelque chose et qu'on le garde? Difficile de dire ça, de répondre à cette question, mais le se la poser, ça signifie que ça aurait déjà dû changer, ça signifie qu'on est capable de remettre du mouvement là où il n'y en avait plus. Parfois, en hypnose, les questions sont plus importantes que les réponses, et je pense pas qu'elle ait une réponse à ce moment-là, mais elle se pose la question. Et alors, ça ouvre. Il faut aussi rappeler, ce que tu disais est vrai, c'est que là tu te penches vers elle, tu te mets vers un côté, enfin il y a plein de choses pour créer cette intimité-là, mais tu le fais parce qu'elle t'a donné le feu vert, parce que ça y est, tu sens que maintenant on rentre dans quelque chose d'autre. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est un feu vert mutuel, c'est que toi tu lui as mis la main sur l'épaule pour lui dire ok, si tu veux rentrer dans l'émotion, on peut y aller, et elle, vu qu'elle y allait, toi tu te remets dans une autre position. Et on amplifie. Vous vous validez mutuellement, c'est un accord pour ce passage-là. Il faut qu'il y ait cet accord, oui, sinon on peut pas y aller. Et je me demande ce qu'elle peut avoir à te dire. Tout ce qui vient là, tu peux le garder pour toi. L'important, c'est de le vivre à l'intérieur. Mais quand tu auras entendu ce qu'il y avait à entendre, quand tu l'auras ressenti et éprouvé, j'aimerais que tu t'autorises à te transmettre un autre message. Elle revient sur sa problématique et s'autoriser. C'est-à-dire que le déclencheur du changement, il doit venir de sa problématique. On insiste beaucoup en hypnose sur le fait de reprendre le vocabulaire précis, strict du sujet. On voit d'ailleurs à quel point ça a fait tilt. Tu as utilisé ce mot-là, elle a changé à oui. ce moment-là. En fait, qu'est-ce qu'on fait dans une préparation de séance? On collecte les mots-clés de la personne. Et on doit les ressaupoudrer au bon moment dans la séance, au moment stratégique dans la séance. C'est-à-dire que là, en gros, moi, ce mot, je l'ai en tête et je sais que je dois le replacer. Mais quand? C'est ça la question. Parce que si je le replace n'importe comment, c'est dommage. C'est un peu comme tu disais tout à l'heure sur une construction de film. La résolution, elle ne doit pas venir à n'importe quel moment. Il y a eu un moment dramatique. Donc, ça descend en énergie. Elle pleure un peu, elle a des larmes, on va voir après que ça s'amplifie encore un petit peu. Elle est prête à recevoir une suggestion cruciale là pour son changement. Et c'est là qu'on reprend son mot-clé, m'autoriser. On a appris le premier qui était subtilité, le deuxième c'est s'autoriser. Alors là, à une différence d'une séance entière d'hypnose où on aurait parlé 20 minutes, une demi-heure avant, où j'aurais appris à la connaître, où j'aurais 10-15 mots-clés, j'en ai que 2. J'en ai pas beaucoup, on a très peu échangé. C'est en public, je vais pas lui poser des questions trop personnelles. Donc il faut pas que je me loupe sur ces effets-là, évidemment. Elle a l'émotion, au cœur de l'émotion, on glisse ça, et là on commence à basculer, et on sait qu'on est déjà vers la résolution du problème. Simultanément à ça, au niveau de la phase de travail en part, ce qui est très important dans un travail comme ça, c'est ce qui vient d'être proposé ici, c'est que le sujet conscient, auto-identifié, qui dit « c'est moi », va d'abord entendre et recevoir ce que proposent les autres parts qui sont à l'intérieur de lui et qui contribuent à l'animer. Ici, on n'est pas dans une idée d'aller reprogrammer l'inconscient et de dire à l'inconscient « ah, ça suffit, ce comportement, tu vas le changer maintenant ». L'idée, c'est d'aller d'abord rencontrer la part qui crée ce comportement et d'entendre et de prendre en compte ce qu'elle essaye de dire. Après, il peut y avoir un autre travail, mais dans toutes les traditions qui utilisent ce type de procédé, il y a d'abord une phase d'aller écouter ce que cette part essaye de raconter. Alors on connaît tous cette histoire, hein, c'est « je devrais m'écouter un peu plus », on dit à quelqu'un « écoute ton corps, respecte-toi », des choses comme ça. Eh bien en l'occurrence ici c'est très juste. Avant de pouvoir adresser un message à une part de soi, et peut-être négocier et lui dire qu'il est temps de faire autrement, d'abord on l'écoute et on la traite avec respect. Alors là on est dans un cabinet public, donc c'est vrai comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens autour et c'est difficile de rentrer vraiment dans le personnel de la personne. Mais j'imagine que tu serais, alors c'est pas obligé, mais tu serais dans une séance là, et je pense qu'il y a des grandes chances que tu lui poses des questions sur ce qu'elle a à dire à cette partie-là, sur ce qu'elle lui dit. Alors je sais pas, mais... Alors moi je le fais pas trop, mais oui, souvent on le fait. C'est vrai que
Bon, après, chaque praticien a son style. Il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on aime moins. Moi, c'est vrai que je ne fais pas beaucoup parler les gens. Mais là, c'est vraiment une façon personnelle de faire. J'ai même tendance à l'enseigner un peu différemment. C'est-à-dire que j'enseigne en effet aux gens de se poser, de faire parler, de faire verbaliser. Il y a toujours du pour et du contre à chaque décision stratégique de ce type-là. Le problème de faire verbaliser, c'est qu'à ce moment-là, on peut donner trop d'importance à une partie par rapport à une autre. L'avantage, c'est que ça fige les choses, ça les fait exister quand elles ont été verbalisées. Voilà, il y a du pour, il y a du contre. C'est vrai, sans doute, que le fait d'être en public fait qu'on peut un peu moins le faire. Parce que je sais pas ce qu'elle dirait à ce moment-là, c'est peut-être intime, elle a peut-être pas envie que ça se sache sur une vidéo, on sait pas trop, il peut y avoir des choses fortes, il peut y avoir des choses très très personnelles. Maintenant, c'est plus ma façon de faire qui fait que j'ai pas choisi cette option-là que le contexte. Celui dont tu as besoin aujourd'hui. Ça va demander d'apprendre à cette autre partie de toi qu'elle peut changer. C'est parfois beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Ça part d'une envie. Et puis les émotions changent. Ça part d'une reconstruction à l'intérieur, comme reconfigurer quelque chose. Et j'aimerais que tu sentes comment. J'expliquais tout à l'heure que on n'a pas toujours la maîtrise de nos comportements, de nos croyances, de nos idées. On s'aperçoit quand quelque chose est inutile ou encombrant. Et on ne sait pas exactement comment le lâcher. Mais dans cet état-là, l'accès est tellement plus simple. C'est comme être juste au bon endroit pour ça. Et cette fois, tu sais comment réapprendre à être légère. Ce qui est très intéressant au niveau technique dans cette dernière phrase, c'est que depuis tout à l'heure, on présuppose qu'elle apprend à une autre part d'elle-même comment changer quelque chose. Et la structure de la dernière phrase renverse l'agentivité, renverse là où se situe la sensation d'un soi. On va lui dire « tu sais comment faire » pour être légère. Là, du coup, on ne s'adresse plus à la part qui est à l'intérieur, à laquelle on s'adressait depuis le début, mais on s'adresse directement à la totalité de la personne. On n'est pas en train de s'adresser à la personnalité de surface qui était en communication avec une autre part, mais en disant « tu sais comment faire », on s'adresse à la totalité de la personne. Là aussi, à un niveau stratégique, là, c'est vraiment aussi ma façon de travailler. Je veux qu'elle y arrive par elle-même à ce mouvement sans que j'ai suggéré. C'est-à-dire que moi, je sais que je vais arriver là. C'est-à-dire que je veux qu'elle reproduise ce mouvement que je lui ai induit au début, qu'elle fasse avec ce bras ou l'autre. Je préfère qu'elle le fasse avec celui-là, mais j'ai aucune idée duquel des deux va se lever. Symboliquement, elle le fait avec celui-là, qui est celui que j'avais levé au début, je trouve ça mieux. Mais je veux qu'elle y arrive sans que je lui ai dit. Donc il faut que je suggère indirectement. Je suggère par un ton de voix en rappelant le ton de voix de la légèreté. Je suggère avec des... Il y a des présupposés dedans. Mais ma suggestion doit arriver qu'après qu'elle l'ait commencé. C'est-à-dire que j'aurais pu passer 5 minutes de plus sur cette séquence-là s'il avait fallu. Il faut qu'elle y arrive par elle-même. Il faut qu'elle redécouvre la subtilité. C'est ma validation de tout le reste du travail. C'est-à-dire que si elle n'arrive pas à cette conclusion qu'elle doit relever la main à ce moment-là, ou plutôt que la main doit se lever toute seule à ce moment-là, c'est que mes suggestions d'avant ne sont pas passées. Parce qu'il faut qu'elle se dise j'ai réussi, parce que ça doit lui sembler normal, et parce qu'on a associé ce mouvement-là à la subtilité qu'elle a gagné quelque part. Donc en gros, ça veut dire que tout ce dont parlait Cyril tout à l'heure, le dialogue avec soi, l'acceptation de soi, la reconnaissance, la liaison, la négociation, elle est aboutie. C'est un beau moment en tout cas ce qui est en train de se passer là. Comme si ton corps savait exactement ce qu'il avait à faire pour ça. Il y a souvent un acte symbolique quand on change. Alors là, c'est de la ratification, mais c'est ton corps qui sait ce qu'il a à faire. C'est même plus toi. Ça veut dire que c'est naturel, ça veut dire que c'est évident. Là encore, c'est pas tu fais, c'est tu vis. Et puis après, le fait de souligner que c'est symbolique, c'est un peu gros. Pas besoin de ça. Ça, c'est un peu trop direct. C'est un peu grossier. Mais c'est aussi pour le public, je crois, que je fais ça à ce moment-là, pour que les gens comprennent ce qui est en train de se passer. Mais sinon, si avec elle, je dirais pas ça. C'est un peu lourdeau, quoi. Au fond, tu sais que c'est pas juste parce que les bras se lèvent et qu'on a associé cette idée à celle de la subtilité. Mais ce que ton corps peut... Alors le on est un peu de gros aussi, je trouve. On a associé, ça a été un peu forcé. Que les bras se lèvent, manière d'aller chercher l'autre aussi, parce que je trouve que c'est intéressant si les deux y arrivent. On est là sur l'idée que on a fini la séance.
C'est-à-dire qu'elle est déjà terminée, la résolution est faite. Mais c'est un peu comme un film, c'est pas parce que le héros a gagné que le film est fini, il faut qu'il y ait une fin. Et là, il s'agit d'écrire la fin maintenant avec elle. C'est délicat parce qu'on a peu d'infos sur elle. Donc on va être très très ouvert, on va être très très large dans les suggestions de façon à ce qu'elle puisse aller naviguer là où elle a envie de naviguer. C'est toujours délicat quand on a très peu d'infos sur quelqu'un de terminer l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, on fait quoi? On projette un peu à l'aveugle? On projette, il faut que ça lui parle. Donc en gros... Enfin, on projette, pardon, je veux dire, on futurise à l'aveugle. Oui, voilà, projeter dans le sens quelles vont être les conséquences, que ça va amener, oui, tout à fait. Il faut trouver un truc qui la touche pour qu'elle ancre ça. En fait, un comportement s'ancre si on sait déjà comment on va l'utiliser. D'où la question du début, qu'est-ce que ça va changer maintenant? Qu'est-ce que ça va changer tout de suite? Pour qu'elle ait déjà créé un pont vers ça. Il s'agit de la réactiver aussi maintenant. Montrer là, c'est qu'il est capable d'intégrer cet apprentissage. Et que ce symbole, c'est juste la partie visible de tout ce qui est en train de se faire à l'intérieur de toi. Alors bien sûr, ça va changer certains comportements. Bien sûr, ça va modifier certaines façons d'être. Un autre rapport à l'extérieur et à l'intérieur. Il ne s'agit pas d'anticiper tous les détails, juste de sentir que ça va dans la bonne direction. On dit souvent qu'on prend très vite une bonne habitude, tu sais. Bon, pareil, suggestion un peu grossière, mais c'est intéressant cette gestuelle là. Hein. Bon, je pense qu'on voit bien c'est quand même des symboles de la subtilité cette gestuelle. On est vraiment dans quelque chose qui est très différent de ces mouvements qu'elle avait au début, qui étaient des mouvements plus, je sais pas comment dire, j'allais dire, ouais, plus volumineux, plus saccadés. Elle est dans quelque chose de très subtil. Voilà, son corps est en train de le vivre. Tu vois, quand on parlait de ça commence par le corps, elle est en train de découvrir, on sent qu'elle a un petit étonnement de sa propre gestuelle. C'est-à-dire que la conscience vient après sur ce que le corps est déjà en train de vivre. Comment à ce moment-là ne pas penser qu'on avait vraiment appris quelque chose? C'est-à-dire qu'on est en train de rendre la sensation d'évidence à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il faut regarder là sur toute cette scène-là le visage qu'elle fait. Ouais. Effectivement, il y a de l'étonnement, il y a de la surprise. Enfin, Il y a du jeu, on est vraiment sur même une autre façon, d'autre mobilité du visage en fait. Surtout quand ça nous va bien. J'aimerais juste que ton inconscient s'assure que ces changements sont exactement ce que tu veux. Exactement. Et au moment où tu sens que c'est le cas, ça va être comme une immense inspiration, ça va être comme te remplir de tout ça. Et sentir que tu peux aller encore plus loin dans cette expérience d'hypnose avec ça, comme si ça te faisait passer encore un cap. Comme si tu sortais pendant quelques instants de la notion de temps, que le présent, l'avenir et le passé étaient juste des mots, mais que toi, tu pouvais voyager à la fois dans l'un et dans l'autre, et être à la fois dans l'un et dans l'autre en même temps. Je vais leur provoquer un petit peu d'émotion à ce moment-là. Hein. L'émotion vient ancrer l'apprentissage en quelque sorte. Donc mon but c'est de repasser par un petit moment émotionnel pour qu'elle ancre tout ce qui vient de se passer, que ça fige en fait quelque chose à l'intérieur. D'où la main sur l'épaule. Oui, parce que la première fois qu'on l'a utilisé, c'était un déclencheur d'émotion. On le réutilise et hop, on a une petite vague qui passe. C'est toujours bien, je pense, avant la fin d'un travail, de reprovoquer un peu de travail émotionnel, avant le réveil. C'est là encore une construction de cinéma de base. C'est la dernière question qu'on se pose. Il faut que la résolution elle soit au dernier instant, sinon on ne regarde pas la fin du film. Il faut qu'il y ait encore un mystère à découvrir. Les producteurs de séries ont très très bien compris ce principe-là pour accrocher les gens jusqu'au dernier instant et encore plus. Il faut que ça parle après, il faut que ça questionne après, c'est ça le but. Et sentir qu'en vivant ça, tu sens exactement les évolutions qui peuvent se créer. Comment ça change demain tes comportements, comment ça change maintenant ton ressenti. Comment ça change, là, ta vision de toi-même. Comment toutes ces émotions qui passent peuvent juste te permettre d'intégrer tout ce qu'il y a à apprendre de cette expérience. Puis au niveau de la structure macro, en fait, depuis le début, on a eu une induction, un lien avec l'objectif, un travail régressif dialogique. Là, maintenant, on est dans une phase d'intégration. Et sur cette dernière phase, on voit qu'il y a une répétition de l'idée d'intégrer à différents niveaux ce qui est en train de se passer. Ouais, là on martèle un peu sur l'intégration, il n'y a pas besoin d'autre chose en quelque sorte, du temps et de l'intégration, et en effet on est en direct là-dessus.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça fait une structure macro en 4 étapes simples et facilement identifiables, mais qu'à l'intérieur de toutes ces étapes, il y a plein de micro-mécanismes qui racontent une autre histoire. Et souvent, ça se termine dans un grand rire. On dit souvent qu'à la fin d'une séance d'hypnose, on vient se poser. On pourrait dire qu'on vient se reposer. Et ça sera encore une fois très loin de l'idée qu'on dormait sous hypnose puisqu'on se repose après. Peut-être même que l'idée d'un réveil n'est pas une bonne idée. Peut-être qu'on pourrait dire qu'on ramène l'expérience dans le présent pour en profiter avec encore plus de lucidité. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Normalement, j'ai mon paquet Kleenex, mais... C'est comment, là? C'est... Je trouve pas le mot. En tout cas, oui, subtil, c'est sûr. C'est marrant, même ta voix est un peu différente. Ah bon? Alors là, c'est très important dans une fin de séance que l'opérateur ratifie le changement et rassure par rapport à ça. Il faut presque prendre un ton d'évidence. Ah, t'as vu comme t'as changé, etc. Ça vient le souligner. Les gens sont encore dans beaucoup de références à l'extérieur à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils vont chercher dans notre regard la validation de ce qu'ils ont ressenti. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans une culture qui donne beaucoup d'importance au ressenti. Par contre, on est dans une culture qui donne beaucoup d'importance à ce qu'on voit. Et si je dis à l'autre, je vois que ça a changé, je suis en train de le valider à un niveau qui est plus profond que si simplement il a son ressenti. Alors, tout simplement, les gens écoutent assez rarement leur intuition, leur ressenti, alors qu'en fait, ils écoutent souvent ce qu'ils voient, ce qu'ils perçoivent. Ça, c'est très culturel. Donc, c'est important d'aller souligner aux autres niveaux de perception que le changement a eu lieu. Mais encore une fois, si toi tu le vois, c'est que ça le crée. Voilà, ça se voit, ça s'entend, c'est ta voix qui a changé. Il faudrait que sur tous les sens, en fait, il y ait une validation dans l'idéal. Oui, c'est... Les mains peuvent continuer à bouger toutes seules après l'hypnose. C'est parfois, il y a des gens, ils ressortent, ils sont comme ça. Et entre hypnotiseurs, quand on les voit, on sait. Alors, au-delà de la faire rire, c'est parce que je lui dis à la fin, ça se termine par un grand rire. Donc je veux qu'il y ait un grand rire à ce moment-là. C'est-à-dire que sinon, ça veut dire que c'est pas terminé. J'ai fait une suggestion qui n'est pas aboutie. Là, je peux me dire à peu près qu'elle est aboutie. Attends, c'est important de ne pas laisser ses propres suggestions en suspens. Sinon, il y a une partie qui dit, attends, j'ai pas eu le grand rire là. Donc c'était pas juste le rire du moment où tu l'as dit. Non, c'est le... Tu faisais une futurisation de après, voilà, quand tu vas rire, là on pourrait dire que le travail a été terminé. C'est ça. Et je l'ai pas eu au moment où je pensais l'avoir, ce rire. Donc il faut que je le reprovoque après. On sait jamais. Faut pas laisser une parenthèse ouverte. Le geste dit mieux que moi, là. Enfin, que moi, je sais pas. En tout cas, oui, c'est délicat et subtil. Ça a l'air bien, en tout cas. Ah oui, c'est bien. Je crois qu'on peut s'arrêter là. J'ai fait une belle conclusion, en tout cas, par rapport à ça. Oui. Et ben, alors, est-ce que tu as, justement, Cyril, du coup, tout à l'heure, tu nous parlais de la manière dont, dont tout ça a été organisé, séquencé. Là, maintenant qu'on est arrivé à la fin, est-ce que, justement, tu as un mot ou deux à nous dire sur ça, sur ces séquences, sur ces séquences, sur ce qui était le plus, ce que tu as remarqué le plus ou... Oui, j'aurais pas beaucoup plus à dire que ce que j'ai dit quand il y avait la phase... J'en profite, parce que comme tu es là avec nous ce soir, j'en profite. Ouais, c'est ok. Mais je le disais tout à l'heure au moment de l'intégration, moi la structure, ce que je vois, c'est induction, notamment une induction dissociative, ensuite un lien avec l'objectif, ensuite un travail de régression dialogique, un bon travail de régression dialogique, ensuite à nouveau un lien avec l'objectif, ce qui fait une mise entre parenthèses, et derrière tout ça, des suggestions d'intégration. Ça, c'est ce que je peux voir au niveau de la séquence macro.
Maintenant, si on essaye de regarder les micro-séquences, comme dans les livres de Rossi, comme dans L'Homme de février, où Rossi va décrypter toutes les phrases pour voir tous les changements de métaprogrammes et enfin voilà, toutes les structures micro, là on pourrait en parler pendant très longtemps. Et je ne vais pas rentrer dans ça, Thibaut. Mais alors c'est intéressant, Kevin, parce que juste pour finir, c'est pas seulement, c'est pas chacun des petits exercices entre guillemets que tu fais, là, enfin voilà, chacune des étapes, tout ce que tu choisis, l'exercice en lui-même est en lien déjà avec la demande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une question de but, l'exercice lui-même est déjà une réflexion du but de la personne. Bah oui, tu vois, c'est toujours... il faut que tout soit lié, en fait. Il faut que tout ait du sens. Parce qu'on parle à une partie de l'inconscient qui est capable de percevoir tous les degrés de sens, je pense. C'est intéressant parce que il y a pas longtemps, je regardais comme ça une critique d'un film, et puis le critique du film décodait toutes les structures, etc. Et puis il y a une personne qui réagissait à ça en disant oui, mais on s'en fiche finalement de toutes ces microstructures, on regarde le film. Et l'autre lui dit oui, mais si le film vous semble si cohérent, c'est parce qu'il y a toutes ces microstructures. Moi, je crois que c'est ce qui m'a fasciné très tôt chez Erikson. Avant de mettre des mots dessus, hein, on sent chez Erikson qu'il y a des microstructures et qu'elles donnent une énorme cohérence. Puis après, avec le temps, et moi ça m'a mis longtemps parce que j'ai pas été très fortement guidé par rapport à ça, hein, c'est à prendre sur le tas. Il n'y a pas forcément d'école d'hypnose comme il y a aujourd'hui à ce moment-là. On voit les petites structures qui apparaissent. Et là on se dit, bah oui, non mais je le sentais, j'avais l'intuition de ça, mais on n'avait pas mis de mots dessus. Pour faire un parallèle aussi, quand j'étais petit à l'école, je sais pas si c'était pareil pour vous, en cours de français, on nous décryptait des poésies. Je détestais ça quand j'étais petit. Je me disais, mais comment l'auteur a pu penser à une allitération, il s'en fout? En fait, non, bien sûr que non, qu'il s'en fout pas. Mais sur le coup, moi, j'étais incapable, enfant, de comprendre à quel point c'était important en poésie, par exemple. De comprendre pourquoi les associations d'idées, pourquoi il y avait des rimes riches, etc. Mais en même temps, je pense que même un enfant, si on lui lit bien le poème, il comprend qu'il n'est pas écrit n'importe comment. Je pense que n'importe quel enfant qui écoute du Verlaine, il saura faire la différence avec, je sais pas, quelqu'un dans la rue à qui on demande d'écrire quelques phrases comme ça. Il va sans doute se dire qu'il y a un niveau de profondeur qui n'était pas spécialement le même. Et après, comprendre pourquoi. Maintenant, je pense que et pour moi, la vision du poète et la vision de l'hypnotiseur sont très proches, parce que le poète sait que c'est pas seulement les mots qui ont du sens, c'est tout qui a du sens. Et je pense que l'hypnotiseur sait aussi que c'est tout qui a du sens. Il essaie de le remettre dans la séance. Et à partir de là, lui, il en fait un changement. Le poète accède à autre chose, parfois du changement aussi en même temps. Il y a des poètes qui sont très forts pour ça, mais parfois non, le mot est pas beau, mais parfois à d'autres choses. Mais l'hypnotiseur, il veut accéder à du changement. Il veut que cette création puisse parler pour la personne et être un acte de changement pour elle. Et là, il n'y a rien qui doit être laissé au hasard. Bien sûr, il faudrait même en faire plus que pas assez. C'est-à-dire que pas assez, c'est dommage. Plus, on peut en faire à l'infini. Mais l'important, c'est que ça change. Et là, on ne sait pas ce qui va se passer dans quelques semaines pour cette personne. Ça fait déjà une semaine qu'il s'est passé ça. Mais on sent que son corps a inscrit quelque chose. Mais voilà, je crois qu'on ne pouvait pas avoir de plus belle image pour se quitter. C'était un décryptage d'une séance du 8 février 2016. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci Kevin et merci Cyril. Merci à tous. Et si vous le voulez, allez retrouver la vidéo. Celle-là elle sera disponible sur Facebook, sur YouTube, sur tout ce qu'on a. Mais n'hésitez pas à poser des questions sur ces vidéos-là. On y répond très vite. Et dans plusieurs semaines, on va se retrouver avec un autre décryptage d'un autre cabinet public. Donc, regardez tout ça. À très vite. Merci.